Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de MMA Time. Alors comme vous le savez, cette semaine avec Sweb, on a été enregistré ici même une première interview avec Erwan Lecor, fondateur de Movnat, qui est le coach de mouvement de Carlos Condit, que vous avez pu voir à l'UFC, donne-moi le chiffre très vite. 195. 195 contre Lawler dans un combat épique, on a pu aborder certains sujets avec lui. Et puis ce jeudi, on a été voir Vincent Parisi à la salle Fightness Gym de Pantin. Ouais. Il nous a très gentiment reçus. Multiples médaillés champion du monde, champion d'Europe, champion de France de Jiu-Jitsu combat, présentateur de Bein Sport, l'Expresso Le le matin, matin, commentateur de l'UFC sur RTL9 à l'époque et maintenant du Bellator. Toutes les interviews là sont en montage. Comme on a encore un petit peu une entreprise familiale, on va essayer de vous les délivrer le plus vite possible dans les jours qui viennent. Mais comme la semaine a été extrêmement chargée niveau actualité au MMA, on voulait vous lancer dans ce week-end en tout cas avec un petit aperçu de ce que va être l'émission en général et au moins débriefer parce qu'on a abordé plein de thèmes avec nos invités, mais malheureusement c'est tellement dense, il y a tellement de choses à dire que ce soir on va pouvoir traiter de sujets qu'on a peut-être des fois un petit peu abordés, mais on n'a pas pu aller en profondeur comme on aimerait le faire. Donc c'est très simple. La première partie de l'émission, on va traiter de l'UFC Fight Night Boston, qui a eu lieu dimanche dernier. Pour être honnête avec vous, là on est vendredi soir. Donc ça va faire 5 jours maintenant que l'UFC Fight Night a eu lieu. On a eu le temps un peu de le digérer, de l'analyser. Et la deuxième partie de l'émission, et là ça va faire sensation, on revient sur la conférence de presse de l'UFC 197 entre Conor McGregor, Rafael Dos Anjos, Holly Holm et Miesha Tate. On s'excuse d'avance parce que je pense qu'Holm et Tate, on va un petit peu moins traiter. Pas que ce soit intéressant, le combat va être génial. Mais au final, en conférence de presse, il y a moins de choses à dire sur les deux en termes de matériel que c'était moins vendeur en tout cas. Donc je te laisse la parole pour lancer le premier sujet. Alors le premier sujet, c'est l'UFC Fight Night Boston. On va essayer de parler de 5 combats. Il y a 5 combats qui nous ont marqués. Il y a bien évidemment le combat pour le titre des bantamweight entre Dominick Cruz et TJ Dillashaw. C'était un super combat à tous les niveaux, technique, au niveau des plans de jeu. On va essayer de revenir un petit peu dans le détail vraiment sur ce combat. Il y a aussi un combat intéressant dans la catégorie des lightweight entre Pettis et Alvarez. Assez surprenant. Après, surprenant oui et non. Tu me diras ce que tu en penses, on en parlera bien tout à l'heure. Mais surprenant sur plein de points et finalement une confirmation au final. Ouais, exactement. Mais c'est surprenant parce qu'on s'attendait tous à un changement de direction. Je te laisse continuer sur la présentation des combats. Ensuite, il y avait le combat des poids lourds entre Travis Brown et Matt Mitrione. Celui-là aussi, il y a quelques trucs à dire. Ouais. Pas ultra intéressant, mais il y a 2-3 trucs à dire. Dans les aspects techniques et sur le rôle de l'arbitre, il y a des choses à dire. On essaiera d'aborder ces 5 combats-là. On va d'abord les traiter par ordre d'importance. Et comme on va faire 1h30 d'émission à peu près, on va vouloir aussi vraiment aborder la conférence de presse. Ouais, c'est ça, on va essayer de... Si jamais malheureusement on doit couper un des combats, on essaiera de le reprendre dans une émission suivante. Il en reste donc 2. Chris Wade, Mehdi Baghdad. C'est notre français, donc on va essayer d'en parler, au moins d'en glisser un mot. Que vous avez pu voir dans la saison de The Ultimate Fighter, dans la team Conor McGregor. Exactement, la dernière saison. Il a fait un beau parcours. Et enfin, le dernier combat qui moi, m'a beaucoup plu, c'était mon combat de la soirée, c'était Felder contre Cruikshank. Enfin, mon combat de la soirée reste Dillashaw Cruz, mais le deuxième, on va dire, Felder-Cruikshank, toujours en poids léger. Donc on essaiera aussi d'en glisser un mot, et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite, on va se lancer sur Cruz-Dillashaw. Avec la victoire au point, une décision partagée, victoire au point de Cruz. Je te laisse prendre la parole. Allez, c'est parti. Bon, déjà, ce combat, pour poser le cadre clairement, ça a été 5 rounds. Donc, les title shots, les combats pour le titre à l'UFC, c'est toujours 5 rounds. Absolument, s'il y a un KO avant qui arrive. Mais là, en tout cas, ils ont été au terme de la décision. C'est pas le combat le plus spectaculaire de l'histoire. On retiendra pas que c'était par exemple un Condit Lawler. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de coups phénoménaux. Mais je crois qu'on a vu un modèle du genre de technicité sur ce qu'est le déplacement au MMA. Puisque de toute façon, on avait Dominick Cruz considéré comme le père spirituel de Dillashaw en termes de technique, de mouvement et de manière de combattre. Donc on avait l'artiste, le fondateur sur les bantamweight
du déplacement, de bouger sa tête pour esquiver les coups, d'aller très très vite. Dillashaw qui a un énorme aussi déplacement d'habitude. Il y a eu un volume et une intensité pendant 5 rounds incroyable. Je te laisserai peut-être la technique. Je vais moi juste revenir sur un aspect qui m'a vraiment plu et que j'ai vraiment retenu. Dominick Cruz, c'est un trash talker pour le présenter un petit peu dans son caractère. C'est quelqu'un de très cérébral. Il n'est pas du tout vulgaire. Il ne vocifère pas. C'est quelqu'un de très posé. Les commentateurs pour l'UFC sur la chaîne Fox. Sur Fox. Donc, il gère les médias, il a l'habitude. Mais pour rentrer dans la tête de son adversaire, l'énerver avant, il a un vrai verbe. Comment est-ce que tu vas me battre? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu as à faire que je vois pas, tu me fais rien. Et c'est très agaçant, c'est super énervant, ça te rentre vraiment sous la peau. C'est pas comme humiliant comme peut l'être Conor McGregor, et va aussi te martyriser, ça on y reviendra tout à l'heure. Mais on a là un grand champion sur l'avant-combat. Il a repris sa ceinture, donc de toute façon c'est un grand champion, il a battu tous ceux qu'il avait à battre, Mighty Mouse avant, Uriah Faber. Donc il a battu les grands déjà de ce monde dans sa catégorie. Ce que je trouve magnifique, c'est de dire qu'il revient de 4 ans d'absence, 3 blessures au croisé. La première fois c'était un rejet de greffe parce que c'était un cadavre, un tendon d'un cadavre qu'on lui avait greffé, ça n'avait pas pris. Il est resté 4 ans sans combat, enfin pas 4 ans sans combat, là en dernière date, mais il a eu 3 blessures. À chaque fois qu'il pensait revenir, il se reblesse. C'est comme Ronaldo qui finalement gagne la Coupe du Monde avec le Brésil en revenant de sa dernière blessure quand tu n'y crois plus du tout. Exactement. Il te dit qu'il a perdu sa femme dans la blessure, il a perdu son argent, sa voiture, il a dû vendre des trucs, il a renoncé vu qu'il était dans l'adversité, ses vrais amis, qui était la famille. Et tu te rends compte que ça a été quelqu'un qui a été énormément marqué par cette période-là. Il a dû se reconstruire en devenant commentateur. Ça lui a permis de rester dans les combats et de commenter, de garder l'œil frais, de voir comment le MMA évoluait. Et si lui il revenait, comment il allait s'adapter. Il est jamais parti, mais ce qui est beau, c'est que à un moment donné, tu te dis il est parti depuis trop longtemps. Pour reprendre l'expression américaine, tout le monde lui parlait en lui disant tu vas être rouillé le ring rust. Lui, se voyant encore comme un champion psychologiquement, disait non, il n'y a pas de ring rust, je m'entraîne encore tous les jours, je suis prêt et je reprendrai mon titre parce que ce que me propose Dillashaw en face, ce n'est que la pâle copie de moi-même. Et finalement, on a comme dans un film à la Rocky, le champion qui revient à la fin. Pas que Dillashaw soit le méchant nécessairement. Tu reviendras peut-être sur l'histoire Dwayne Ludwig avec Chad Mendes, avec la team Alpha Male. Alpha Male, Uriah Faber, où il a quitté son coach historique pour partir avec un autre qui était dans la salle et qui l'a entre guillemets un peu volé à son équipe originelle. Ça n'en fait pas un méchant, c'est juste qu'individuellement il a choisi d'en partir. Moi j'apprécie pas, j'aurais préféré un peu de loyauté et tout, mais ça n'en fait pas un méchant en soi. Il a juste préféré à un moment donné pour son bénéfice individuel. Il a joué sa carte perso. Voilà, moi est-ce que j'ai plus de chances d'être demain champion en restant à la team Alpha Male ou en partant avec Dwayne Ludwig? Je considère que c'est Dwayne Ludwig parce que c'est cette méthode là. Je comprends son argumentaire, voilà, ça m'intéresse même pas comme. Enfin, là sur le combat, ça va pas apporter quoi que ce soit. En tout cas, voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a vu dans la vie de tous les jours quelqu'un comme Rocky qui revient de toutes les plus grandes difficultés. Il n'a pas dominé le combat, hein. Il a fait ce qu'il avait à faire, c'est une décision partagée. Non, mais il y a eu 2 phases dans le combat, on en parlera. TJ Dillashaw est techniquement le tenant du titre. Et donc on sait très bien qu'au MMA, quand tu vas à la décision, et on l'a vu avec Carlos Condit, si on doit mettre en balance les 2 combats, à mon sens, Carlos Condit mérite 10 fois plus d'être champion que Dominick Cruz, dans le sens où tu dois aller détrôner le détenteur de la ceinture, parce que pour moi, Condit avait fait plus pour enlever la ceinture à celui qui est actuellement champion. Je suis très content, et pour moi, c'est mérité que Dominick Cruz ait finalement repris son titre, mais s'il l'a eu, ça n'aurait été que normal que Condit le soit. C'était quel combat, je sais plus, Alexander Gustafsson. C'était épique, le combat contre John Jones. Et tout le monde a dit finalement,
on ne donne pas la ceinture à Gustafsson parce qu'il n'a pas fait assez pour enlever la ceinture Au champion. au champion. Ok, pourquoi pas, j'accepte. John Jones était très bon dans ce combat-là. Gustafsson était très bon dans ce combat-là. Mais Condit, à ce moment-là, méritait de reprendre la ceinture à Lawler. Dominic Cruz a mérité de prendre la ceinture. C'était le seul parallèle que je voulais faire. Toi, je te laisse peut-être plus, ça veut partir sur les côtés techniques. Il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir, moi. En premier lieu, je voudrais parler un petit peu du plan de jeu de Dillashaw. Bon, évidemment, on l'a tous vu. Dillashaw, il a un déficit d'allonge et il a un déficit de taille par rapport à Cruz. Donc avec son entraîneur, Ludwig, dont tu parlais, ils ont essayé de mettre en place quelque chose pour réduire les distances, pour que Dillashaw puisse boxer au corps à corps, s'approcher de Cruz et ne pas être maintenu à distance pendant toute la durée du combat. Sauf que Dillashaw, selon moi, il n'a pas respecté le plan de son coach. Quand tu vois le premier round, il tente effectivement d'être ce que les Américains appellent in the pocket, de s'approcher pour pouvoir couvrir la distance, pour éviter de se faire toucher et pour que lui, ses coups prennent plus de puissance, parce que c'est ça aussi ce qu'il faut se dire, c'est que la distance, quand on est dans la pocket, chaque coup qu'on met est un coup plus dévastateur. Il est plus dévastateur, mais tu fais face à quelqu'un qui a un jeu de jambes qui Et va justement, vouloir t'échapper à chaque fois. Le problème, il y a eu deux problèmes. Donc quand il était là, à cette distance-là, avec cette idée de vouloir dévaster l'adversaire, Dillashaw a essayé, à chaque fois, le coup fatal, le haymaker. Il a essayé vraiment à chaque fois de charger son coup, grosse droite, les high kicks. Il a multiplié les high kicks pour essayer vraiment de le mettre KO. Selon moi, ça, c'était une erreur. Question que je vais te poser justement. Quand tu vois le combat, Dominic Cruz, Ouais. il bouge à la vitesse de la lumière. Dans les premières rounds, Ouais, avant que sa jambe ouais. soit attaquée. Ouais. Justement, par rapport à la puissance des coups qu'il met, est-ce que tu crois pas, à un moment donné, moi je me suis posé la question dans le combat, ok, comme le dit Joe Rogan, il cherche son Hail Mary, c'est-à-dire le gros coup qui à un moment donné, parce que t'en as tellement jeté, va toucher la cible parce qu'il a mal bougé la tête au mauvais moment et ça va y aller. Est-ce que finalement, c'était pas sa seule option, tellement Cruz Bah non, pas du tout, selon moi. et fort, Pas du tout, justement, ça m'intéresse, dis-moi. Ce que lui a dit, à mon avis, Don Ludwig, c'est de construire son combat, d'être patient, d'aller réduire les distances, de se rapprocher, le corps à corps, gérer petit à petit. Cruz, là, il a boxé vraiment dans la zone de confort de Cruz, Dillashaw. Il a combattu dans la zone de confort de Cruz. Cruz, tout ce qu'il avait à faire, quand Dillashaw essayait de remplir, de mettre ses coups puissants, c'était d'esquiver avec sa capacité naturelle. Il a un des meilleurs jeux de tête de l'UFC, j'allais dire de la division, mais de l'UFC, avec ses pas de décalage, souvent vers la gauche, avec son jeu de buste. Et d'ailleurs, les coups de pied venaient de la gauche. Et Dillashaw, il a frappé l'air. Pendant presque 3 rounds, il a frappé l'air. Il a pas touché Cruz une seule fois. On n'a pas l'impression que Cruz ait fait un combat, son visage est intact. Et donc, ouais, juste, je termine. Et donc, de par. D'ailleurs, au moment, c'était dans le deuxième round, ils ont donné le chiffre. C'était 28% de précision pour Dillashaw. C'est ridicule. C'est rien du tout. Vas-y, ouais. Alors, deux choses, justement pour ça. À mon avis, c'est super frustrant des fois, et tu le remarques plus dans The Ultimate Fighter, les consignes des coachs, parce que comme il n'y a pas le public, il n'y a pas les commentateurs de l'UFC, quand tu regardes le combat de l'émission de télé-réalité de l'UFC, tu entends les commentaires des entraîneurs plus que dans un combat. Ah ouais, le son est plus... C'est super frustrant des fois quand tu vois que l'entraîneur a totalement raison, et qui dit relève-toi, arrête d'aller au sol, ou va pas dans tel jeu, et que tu vois que le combattant qui est finalement fait face dans le feu de l'action, réussit pas à appliquer ce que lui dit l'entraîneur. Toi, t'es entraîneur de foot en plus, j'imagine que ça te rend fou quand les petits ils font pas ce que tu dis. Bien sûr, ouais. Mais on est plus. Je peux comprendre. Ouais. Maintenant, je vais mettre deux justes réserves. La première, c'est qu'il fait face à Dominic Cruz. C'est-à-dire que on a tous dit à TJ Dillashaw, t'es le champion, mais tant que t'as pas affronté Cruz, il y a l'ombre qui plane autour de toi. Cruz était la référence dans tout ce qu'il a proposé avant dans ses combats. Il n'a pas un knockout power, ok, c'est-à-dire de mettre un point direct. Il a très peu de KO à son actif. En général, il va à la décision, mais c'est un champion qui n'est pas discuté. Ce que je veux te dire, c'est que, est-ce qu'il s'est pas dit dans sa tête, il faut que j'aille battre, non seulement il faut que j'affronte Cruz pour être le vrai champion, mais en plus il faut que j'affronte, comme on a des styles similaires en MMA, on nous parle du déplacement, on dit que je l'ai beaucoup copié, que je me suis pas... Et à la limite, c'est l'intelligence de Dillashaw d'avoir été pris sur les meilleurs, mais peut-être sa bêtise finalement, entre guillemets, dans le combat, c'est de s'être dit, il faut que j'aille battre Cruz à son propre jeu, c'est-à-dire dans la boxe, dans les petits coups, alors que Dillashaw, il a une puissance que n'a pas Cruz, et on l'a vu face à Renan Barao, c'est une puissance dévastatrice. Quand il t'attrape et qu'il t'enchaîne... Ouais, exactement, mais... oui et non, parce que selon moi, justement, cette puissance,
c'est ce qui va faire, c'est ce qui va lui poser problème parce que à vouloir absolument mettre KO son adversaire, il n'a pas construit son combat. Il a manqué de patience, on s'en rend compte. Il était vraiment, ouais, il était impatient, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Et d'ailleurs, il a commencé à ralentir au troisième et Cruz. Il l'a mis 3 fois au sol, 3 takedowns dans l'espace de 3 rounds. Il n'avait jamais été mis au sol par qui que ce soit dans l'octogone auparavant, TJ Dillashaw. Même physiquement, à vouloir absolument charger ses coups et privilégier la puissance à la place du volume, pour moi, il s'est trompé de stratégie complètement. Après, il y a eu une deuxième phase du combat, à partir du 4e round, où Dillashaw a commencé, à mon avis, à cause du déclin physique de Cruz, parce qu'il a beau dire qu'il n'est pas rouillé, ceci, cela. On ne fait pas 5 rounds comme ça pour un title shot sans le ressentir. Il y a un moment donné, forcément, il va payer les conséquences. Et Cruz, il était blessé au pied en entrant dans l'octogone, on l'a appris plus tard. À la fin du combat, il le dit. Dillashaw a commencé avec ses low kicks à attaquer la jambe avant de Cruz. Donc c'est les low kicks, c'est les coups de pied bas, les coups de pied cuisse ou les coups de pied mollets. Il a commencé à attaquer la jambe avant de Cruz et il a fait des dégâts, hein, on l'a senti. Quatrième round, et c'est ça qui est dommage, c'est que déjà, il ne le fait pas dès le début. Ouais. Parce que dès le début, il s'est trompé de stratégie, c'est exactement ce que je te dis. Dès le début, il a voulu absolument chercher le knockout. Quand tu as quelqu'un sans aucune raison, il n'a pas construit son combat. Au MMA se déplace mieux que toi et plus rapidement que toi, la seule solution, au lieu d'aller au corps à corps et vouloir infliger d'abord ta puissance coûte que coûte, c'est d'abord, entre guillemets, et donc, comme le disait Vincent, je ne sais plus s'il prenait l'exemple du Muay Thai ou du kickboxing, où il disait il faut détruire le corps de l'adversaire. Ouais. Et ben, finalement, si Dillashaw avait voulu techniquement gagner ce combat, il aurait dû détruire le corps de Dominic Cruz, c'est-à-dire lui enlever ses jambes. Parce que la principale arme de Cruz, c'est le déplacement. Ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme d'intelligence, de combat, de déplacement. Ouais. C'est d'éviter son adversaire et d'aller lui le toucher quand il décide d'aller l'engager. Et de ne jamais l'engager, de ne jamais se faire engager avant que lui le soit fait. Exactement, ouais. C'est pour ça que son manque de patience, moi je l'ai pas compris. C'est très bien de vouloir aller gagner le combat, d'être agressif. D'ailleurs, il le dit après dans l'interview d'après combat. Vraiment, on te met demain dans une cage et pendant 5 minutes, tu essayes de me toucher et moi je te cours autour. À un moment donné, je peux comprendre que tu sois frustré. La frustration, mais si t'as un vrai champion, tu vas la maîtriser, t'es professionnel. Exactement. Elle a pris le meilleur sur lui. Mais c'est donc vraiment dommage qu'il n'ait pas. D'autant qu'on parlait de son entraîneur, Dwayne Ludwig. Il avait été dans un cas de figure très similaire à TJ. Bon, le combat était beaucoup moins important, mais il avait affronté en 2011, si je ne me trompe pas, Amir Sadola, qui était bien plus grand que lui, une meilleure allonge. Et il avait, par la patience, petit à petit, en boxant au corps à corps, réussi à rentrer, faire ses choses, ressortir. Il avait maîtrisé vraiment bien plus facilement cet aspect. Dillashaw, il s'est complètement trompé, selon moi, dans ses 3 premiers rounds. Elle est géniale, l'analogie que tu fais avec l'entraîneur, qui a déjà vécu la situation, parce qu'il peut parler de sa propre expérience. Donc normalement, je suis d'accord avec toi, TJ Dillashaw doit normalement... C'est un sacré combattant, TJ Dillashaw, il sera TJ Dillashaw sera magnifique. TJ Dillashaw, par contre, effectivement, aurait dû se servir de l'expérience de son entraîneur, qui a dû le lui dire. Maintenant, je peux pas imaginer qu'il lui dit autre chose. Je suis d'accord avec toi, mais rajoute 2 facteurs. Ouais. T'as ta défense de titre contre, entre guillemets, c'est pas forcément ton idole, mais c'est le modèle sur lequel tu t'es façonné, sur l'image sur laquelle tu t'es construit. Donc déjà, t'as envie d'y aller et de le détruire. Et deuxièmement, ça fait 3 mois que ce soit Conor McGregor, que ce soit la presse, te monte la pression Uriah Faber, donc le mentor, encore combattant, entraîneur, qui a pris sous son aile TJ Dillashaw quand il avait 17 ans, il l'a fait monter, il l'a fait devenir champion. TJ a les facultés pour l'être, mais il l'a aidé à progresser. Il doit depuis 3-4 mois, on met sur la tête de TJ, il l'appelle en anglais Snake in the Grass, donc en gros c'est le traître. On lui dit t'es le traître, t'es le traître, t'es le traître. Si tu gagnes face à Dominic Cruz, t'as ton combat contre ton mentor parce que c'est le prochain qui arrive. Donc il y a énormément d'émotions. Est-ce que justement, à la différence de Dwayne Ludwig, quand lui il a réussi à faire son combat technique parfaitement, a refusé d'aller au contact, Dwayne Ludwig il avait moins d'enjeux que TJ, il en avait. Bien sûr, c'était pas du tout un title shot, c'était un UFC quelconque, je sais même plus c'était quel UFC, c'était en 2011, mais ouais, c'était pas du tout les mêmes enjeux, on est d'accord. Mais donc après ce qui est dommage c'est que TJ s'est réveillé un peu trop tard, il n'a pas fait assez selon moi pour emporter la décision. Il avait l'air d'être déçu des décisions de la scoring card à la fin du combat, mais pour moi, Cruz... Il a carrément levé le bras. Voilà, ça avant... non, je suis désolé, pour moi, Cruz
à emporter les 3 premiers rounds. Non, je suis d'accord avec Moi, toi. je l'ai vu 48-47 pour Cruz, le combat. Je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai vu 48-47. Les 3 premiers rounds Je t'avoue pour qu'en Cruz fait, et les deux derniers pour Dillashaw. je vais être sincère avec toi. J'ai absolument aucun désamour pour TJ De La Cruz, mais j'aime tellement l'histoire du comeback de Cruz. Ça me parle tellement que quand moi j'ai regardé le combat, j'ai même pas cherché à savoir le score et être, comment te dire, comme avec Condit. Ouais. Non, j'étais comme Condit en fait. J'étais en train de vivre le combat comme je regardais les Rocky quand j'étais petit, que j'ai découvert pour la première fois. Je sautais dans mon écran, je me prenais la tête comme ça, parce que j'étais dans la pression de voir que sa jambe elle était en train de lâcher de plus en plus, et j'avais peur que TJ et j'avais vraiment envie que Cruz, pour entre guillemets l'histoire sportive, Ouais. on retienne 15 jours, il y ait quelqu'un, je trouve que c'est un beau modèle, c'est un bel exemple, de dire regardez, il était champion, il a touché le fond, et c'est ce que je rêvais qu'il se passe avec Tyson à l'époque quand il est revenu en boxe, la première fois après être sorti de prison, qu'il reprenne son titre. Et j'étais frustré comme pas possible de ne pas voir Tyson reprendre sa ceinture. Et là, je suis content humainement que Dominic Cruz l'ait repris. Je trouve que ça fait une histoire magnifique. Et de toute façon, on a d'autres combats contre Dillashaw qui vont revenir. Ouais. Cruz, il ne sera pas champion éternellement et Dillashaw, il pourra... Cruz, il a... Son histoire personnelle, je suis d'accord avec toi, elle est super intéressante, elle est touchante. Mais il a aussi ses détracteurs. Hein. Cruz, c'est beaucoup de gens qui disent qu'il est ennuyeux. Il y a un parallèle qui est souvent fait d'ailleurs, c'est avec Floyd Mayweather. Un champion pareil, invaincu. Bon, Cruz n'est pas invaincu. Là, il a une défaite contre Faber, mais c'était avant l'UFC. Mais c'est un champion qui va presque toujours à la décision, qui est très défensif. C'est un magicien défensivement, exactement comme Floyd. On le touche presque jamais. Il a un tact, il sort de ses combats et pour aller, il a aucune marque, aucune trace. En plus, il a un peu les mêmes jeux de buste, les jeux de tête comme ça. Il se déplace un peu de la même manière. Et c'est un vrai parallèle avec Floyd Mayweather. C'est aussi ce que ces détracteurs disent. Donc, au-delà de son histoire personnelle qui est super, il a aussi des gens qui le critiquent parce qu'il n'est pas, il est pas flamboyant. Il a un jeu de jambes flamboyant. Mais... Pour conclure sur ce combat, je vais juste te dire un truc et tu vas me répondre comme ça. Après, on passera à autre chose. Je suis juste pas d'accord sur un élément avec toi. Je vais pas te faire dire quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas dit que ce combat-là était ennuyeux. Tu as dit que des fois les gens le caractérisent comme étant ennuyeux. Un style ennuyeux. Je suis pas d'accord du tout. C'est-à-dire que quand tu regardes Dominic Cruz et la vitesse de déplacement qu'il a dans le ring, le combat reste debout. Le combat va pas nécessairement au sol. Et moi, ce qui m'insupporte, un peu comme Dana White, c'est les combats. Enfin, j'aime le combat au sol, mais ce que je supporte pas, c'est quand il y a un takedown et qu'on est juste dans la neutralisation. C'est-à-dire que celui qui est par-dessus l'adversaire qui est au sol se contente de le maintenir. Ouais. Il ne le travaille pas au corps. Johnny Knight. Oui, mais il va pas chercher la soumission articulaire, il va pas chercher le coup, il se contente d'épuiser de tout son corps. Alors d'accord, c'est comme toi quand tu me battais à l'époque à Street Fighter et que tu me faisais toujours la même technique. C'est bien, ça marche, ça gagne, c'est efficace, t'es un combattant, au final tu veux gagner. Et toi tu mets pas Cruz dans cette catégorie. Ce que je veux te dire, c'est que moi ce que j'aime Cruz, c'est qu'il bouge, il sue, il va se déplacer. Et tu ne peux qu'admirer le jeu de jambes de ce mec-là. C'est pas quelqu'un qui vient et qui s'allonge sur toi, te fait peser comme un poids lourd 130 kg sur ta tête, où toi t'es juste le souffle coupé en train d'essayer de le relever, se relever, et tu te tapes dans un round 5 minutes de quelqu'un qui est finalement en train de s'accrocher comme ça, ou comme à la boxe, on dit non, séparés, vous travaillez plus. Et en ça, je trouve que c'est injuste de Dominic Cruz de dire qu'il est ennuyeux. Je peux comprendre qu'il est ennuyeux parce qu'il n'est pas flamboyant comme quelqu'un qui va te mettre, comme TJ Dillashaw qui justement a le pouvoir de te mettre KO. Ouais, Dillashaw le plus spectaculaire, ça c'est indéniable. Changement de garde, changement de posture, un coup c'est la jambe gauche qui est derrière, un coup c'est la jambe droite, il est d'une vitesse extraordinaire, il est plus puissant, mais Cruz c'est un magicien défensivement, on ne peut pas le toucher. C'est comme Floyd, il frustre ses adversaires, il les rend fous, il leur tourne autour, il les pique, il ressort, il est là, il se déplace, pas chassé, esquive latérale, je joue ma tête, je joue mon buste, et ça, il y a des gens qui apprécient pas, et il y a des gens qui adorent. Donc ouais, c'est un style. Hein. Mais c'était un beau combat en tout cas. Ouais, moi j'adore. C'est éclaté, c'était pas le combat type du cliché MMA. Il y avait une telle rapidité, c'était 2.0. On a eu le combat juste avant, Brown Mitrian, c'était... ça avait un or. J'avoue que quand tu passes de la catégorie poids lourd au bantamweight et que tu vois la vitesse à laquelle ça va, ça me rappelait les époques où tu commençais ta League Master sur CES avec Castolo et que tu arrives à faire ton premier transfert, tu arrives à même acheter un joueur de Ligue 1 pas très rapide et tu as l'impression que quand tu le mets sur l'aile, c'est une fusée. Ouais, c'est Ronaldo. Ouais, non, ça c'était génial.
Ok. Donc voilà pour le combat Kroos-Dillashaw. Alors on va parler en deuxième du combat Alvarez-Pettis. Je sais que toi tu as pas mal de trucs à dire sur Pettis. Tu étais resté sur ta fin contre RDA. Donc je te laisse commencer. Dis-nous un peu, déjà donne-nous le contexte, l'importance du combat pour Pettis. C'est pas que j'aime pas Pétis. Si tu le combats et Je ensuite vais, vas-y. je vais pas entre guillemets démolir Pétis parce que je suis incapable de faire ce qu'il fait. Mais comme j'aime Pétis, je vais le démolir. Il m'énerve. Ouais. Il m'énerve. Il était champion du monde. Il a battu des gens sérieux. Il a battu Donald Cerrone dans sa catégorie. Il a fait ce qu'il avait à faire. Arrivé RDA l'été dernier. Ouais. Et RDA, en combattant très intelligent, trouve la faille technique de Anthony Pettis. Anthony Pettis, c'est un artiste debout. C'est un artiste des coups de pied. Son surnom, c'est Showtime. Il est explosif. Il est beau à voir. C'est un esthète. C'est ce qu'on appelle un esthète. Ouais, je suis d'accord. RDA, c'est pas un esthète. Il a voulu être champion et je le respecte totalement. Il a dit, je vais t'amener au sol. Je vais te fatiguer, mais je vais te travailler au sol. Contrairement à ce que j'aime pas d'habitude. C'est-à-dire qu'il t'emmène au sol pour travailler la soumission articulaire, pour mettre des coups, pour l'user. Et on a vu dans un premier combat, Pettis, qui était champion du monde, j'avais l'impression qu'on n'était pas dans un title shot. J'avais l'impression que si Pettis perdait face à RDA, il ne faisait que perdre le combat, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Il n'avait pas de grinta, il n'avait pas l'envie de se dire, comme John Jones, ça m'avait marqué. Il n'y a pas le sentiment d'urgence. Exactement, quand John Jones se fait faire la clé de bras par Vitor Belfort, il te dit dans des vidéos, mon bras elle est lâché. Et on sait maintenant qu'il ne s'entraîne pas beaucoup, qu'il avait une hygiène de vie, mais on a découvert le mental d'un champion qui te dit, mon bras il était en train de lâcher vraiment. 2 secondes plus tard, mon bras cassé. Sauf qu'il y a un moment donné où j'ai eu un déclic en moi dans ma tête, où je me suis dit, je refuse, après tous mes entraînements, même si finalement, voilà, de perdre. Je ne veux pas perdre. Ouais. Et il a réussi à le soulever, la volonté du champion, à le secouer par la volonté du champion. Il a été dos au mur, et dos au mur, il a réussi à trouver la réponse, à se faire mal, pour rester champion. Anthony Pettis, il est exceptionnel au pied, on le sait, mais c'était que, partie remise pour qu'un jour quelqu'un dise, bah toi je vais t'amener au sol. Je vais t'amener au sol, et donc là il fallait qu'il aille travailler la lutte, le jiu-jitsu, le judo, mais qui s'améliore. Donc, il se blesse cet été. On se dit que pendant ce temps-là, il a eu le temps de travailler, d'apprendre de ses erreurs, parce que c'est quelqu'un qui semble intelligent. C'est pas je sais pas, enfin je connais pas personnellement, remarque, mais il a pas l'air con. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'il mène une vie à côté, débauche, qui soit en dehors du MMA. J'ai l'impression qu'il se dédie au MMA, qu'il aime ça. D'ailleurs, il a demandé, suite à sa défaite contre Eddie Alvarez, un combat immédiat. Donc, outre peut-être le besoin d'argent, ou je sais pas quelle raison il le demande, il a envie de combattre. Il a envie d'être actif. Et Eddie Alvarez, combattant laborieux, qui est pas exceptionnel dans son ranking. Ouais, c'est un besogneux. Très intelligemment, super technique des coachs, en game plan, ils te disent, t'as vu ce qu'a fait RDA, tu veux battre Pettis, tu refais la même chose. Il l'a fait moins bien qu'RDA parce qu'il est moins fort que RDA, pour mon sens c'est Eddie Alvarez, donc il l'a plus neutralisé contre la cage, il l'a fait un peu mal. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu de Showtime Pettis? On a vu peut-être 2 coups de pied, je crois, dans les côtes. Ouais, des middle. Des middle en premier et deuxième round. Une fois et 2 fois, je crois. Donc 3 très beaux coups de pied très bien faits. On en a vu 2 des high kicks qui sont passés dans le vent parce qu'il a mal mesuré la distance et passé au-dessus de la tête. Et dès qu'Eddie Alvarez a dit stop, si je prends des coups de pied, je perds le combat comme d'habitude parce qu'il a massacré Donald Cerrone et Anthony Pettis de cette manière-là. Ouais. Je l'accroche, je le pousse contre la cage, et là le combat était fini. Il s'est pas battu. T'as l'impression qu'encore une fois, c'est pas qu'il a pas faim, mais j'aime. Tu sais, quand tout le monde te dit au foot, on aime la mentalité des Argentins, il lâche jamais rien, la grinta, Heinze à l'époque, ça se bat, c'est sale et tout. J'aimerais avoir l'esthétisme d'Anthony Pettis, pas avec le côté sale d'un combattant, mais avec le mental de se dire je lâcherai à rien, je ne lâcherai à rien. Tu veux m'amener, je le pousse. J'avais l'impression qu'il voulait pas le décrocher. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi, on a fait la même analyse. Pettis très décevant. J'ai envie de parler de Pettis d'abord, même s'il a perdu. Très décevant. Je pense, mais c'est ça, on a le sentiment qu'il est incapable de se rebeller, incapable de se faire mal. Je me pose même des questions sur son avenir. Ouais. Je me dis qu'il va faire quoi, enfin, s'il n'est pas capable. Peut-être que c'est juste un excellent numéro 3 qu'avant il y avait personne dans la catégorie. C'est très important pour lui. C'était le premier combat après la perte de sa ceinture. Et je le vois
pas de sentiment de révolte, pas de sentiment d'urgence. À aucun moment il s'est dit je suis en train de perdre un deuxième combat de suite. C'est important pour moi. Je sais pas, au début du combat, Alvarez lui a sauté dessus, il l'a pris à la gorge. Non, mais t'as Il l'a trouvé amené le mot, contre. c'est le sentiment d'urgence. T'as envie d'être son entraîneur et de lui hurler, mais bouge-toi, Bouge-toi, exactement. Surtout quand bouge-toi. il est tellement fort, il est tellement technique, il est tellement talentueux, c'est incompréhensible. Et donc dès le début du combat, Alvarez il a mis la pression, il l'a pas laissé respirer, il l'a amené contre la cage, il l'a travaillé, ensuite il l'a amené au sol, takedown, toujours actif vers l'avant. Deuxième round pareil. Ce que je comprends pas, c'est que il commençait un petit peu à se fluidifier, à se lâcher avec les quelques coups de pied, les quelques middle dans le ventre. Et puis à ce moment-là, dès qu'il a commencé un petit peu à reprendre du poil de la bête, il se fait de nouveau, dans le début du troisième, de nouveau mettre au sol, takedown, alors que son coin lui avait demandé, entre-temps, du volume. Ils lui ont dit, ce qui te manque, c'est du volume. Là, il n'y a pas assez de frappe, il n'y a pas assez de travail, il n'y a rien, tu n'es pas actif de ton côté. Et alors qu'on lui avait réclamé ça entre les deux rounds, début du troisième, de nouveau un takedown, de nouveau 2 à 3 minutes passées au sol dans lesquelles il est en position défensive, il ne travaille pas, il subit l'agression de son adversaire. Pour moi, il n'y a pas eu photo sur ce combat, il a perdu de A à Z. Non, il n'y a pas photo. Et le pire, Il l'a perdu mentalement, il l'a perdu physiquement, il l'a perdu. sa réaction à la fin du combat. Alors, c'est génial. J'aime le respect quand tu as deux combattants. Quand qui il a se applaudi tapent la gueule. le. Ouais. Justement, je vais y venir. C'est que j'adore le respect entre deux combattants après la fin d'un combat. J'aime les voir se prendre dans les bras. Ouais, Je trouve ouais, ça, ouais. non, ça je trouve ça beau. Et c'est normal parce que ça veut dire que tu as du respect pour ton adversaire. Mais juste quand l'arbitre lève la main comme ça et que toi tu es directement comme ça alors que tu viens de perdre, elle est où Il ta le haine? savait qu'il avait perdu, il avait fait quoi pour D'accord. gagner ce combat? Et alors, t'as le droit d'avoir la haine de la Non, défaite, c'est clair, t'as le moi, droit d'être c'est ce que déçu. je réclame. Moi. Et ce que je veux te dire, c'est qu'à partir du moment où, dans l'immédiateté de l'autre, où Ouais. il lève la main à l'arbitre et que lui, il a 2 secondes, d'accord, il sait qu'il a perdu depuis 2 rounds, mais t'applaudis, va lui serrer la main pour lui montrer que t'as respecté ton combattant. Mais normalement, toi, tu dois être Ouais. affecté. Si t'es un vrai champion, enfin, je sais pas, j'ai jamais pratiqué le sport de haut niveau, mais il y a des sports que j'ai aimé Même à la pratiquer. console, Ou à la plus la console, rage quand on tu n'a perds. jamais, toi et moi, quand tu perds un je suis FIFA, le ouais. pire perdant, je suis de l'histoire, je deviens fou, et j'insulte, c'est pas un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé voir une réaction d'orgueil de lui. Ouais. De voir à un moment donné dans ses yeux de l'amertume et qu'il est mal et qu'il se dise j'aime John Jones depuis qu'il a pris sa ceinture, j'adore le combattant, je déteste le personnage. J'adore le combattant et là je commence à aimer le personnage parce que depuis qu'il n'a plus sa ceinture, il te montre tous les jours des vidéos sur Instagram de soulever de la honte du mec à l'entraînement. Il te montre que Lui, il a la dalle. Cormier est un champion ultra légitime. J'adore Cormier, j'adore la personnalité de Cormier. Mais là, il te montre qu'il a envie de revenir. Ouais. Il a envie de reprendre ce qui lui appartient. Et ça, c'est la mentalité de. C'est comme Conor McGregor. Conor McGregor, ça fait 10 combats qui te disaient qu'il était déjà champion dans la catégorie d'Aldo. Et ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire de dire je suis déjà le champion. Et c'est la mentalité du champion. Tu Mais peux le vrai pas être champion, le c'est ça. meilleur. Rappelle-toi de Georges Saint-Pierre quand il était revenu après la défaite contre Serra. Rappelle-toi ne serait-ce que de son entrée dans l'octogone. Mais il était en feu. C'était incroyable. Et là, moi, j'ai vu Pétis, j'ai rien vu. J'ai absolument rien vu. Il a rien montré. C'est ça qui est dommage. C'est que... C'était pas un combat pour le titre, certes. Mais il était en train de. Il jouait son avenir là. Non, mais t'as un gâchis. C'est parce quoi que sa place là dans la catégorie 155? Je pense que c'est un numéro 3. Et encore. À mon avis, enfin, parce que. Ouais, il est On plus va en fort venir que- tout il est à plus l'heure, fort mais que moi, pour Cowboy. moi, et c'est pas parce que je suis fan. Mais il y a Barbosa qui est là, il y a Pearson qui est là. J'assume d'être fan de Conor. Je pense que Conor va prendre la ceinture. Mais pour moi, le vrai numéro 2 de la catégorie, c'est RDA. Ouais. Mais le numéro 3 que tout le monde sous-estime et que tout le monde oublie en permanence, et j'ai regardé sa saison de Ultimate Fighter, il a l'air d'avoir un caractère de cochon, c'est Tony Ferguson. Mais ce mec-là, il est doué debout, il est doué au sol. C'est un peu comme Max Holloway dans la catégorie en dessous. Ouais. Le numéro 3, j'adorerais voir un combat Pettis-Holloway pour savoir finalement ce que Pettis il a dans le ventre. Parce que là maintenant, tout le monde l'amène au sol. Ferguson, il a la chance de pouvoir aller très bien faire des soumissions ultra spectaculaires en se jetant dans les jambes. Ouais. Ou alors de le mettre KO debout. Anthony Pettis, pour le moment, c'est je crois le plus gros gâchis de l'UFC. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est un ancien champion, tu as quelqu'un qui a un talent fou, et je sais pas si ça vient de ses entraîneurs, je sais pas si ça vient de lui, Sa personnalité peut-être. mais non, mais à un moment donné, il faut qu'il apprenne à aller au sol. Parce que le MMA, c'est aussi debout, mais c'est aussi le sol. Ouais. Donc moi, voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour Ouais, on est d'accord, on a à peu près dit la même chose sur Pétis. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Mais la catégorie Je 155. suis sûr vraiment de revenir parce que je l'aime profondément, mais tu vois, genre, je serais son pote ou je serais son entraîneur,
Jamais de ma vie, je pense qu'il faut enterrer les gens, sinon ça les met pas bien psychologiquement. Et toi, tu Ouais. me diras comment tu fais quand tu es entraîneur avec les petits. Mais je pense qu'il faut leur parler. Mais je lui mettrais le sentiment d'urgence. Je lui dirais, est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train de te gâcher? Que tu es peut-être meilleur techniquement qu'un RDR. Sauf qu'aujourd'hui, t'as pas le mental et t'as pas la technique au sol. Ajoute la technique au sol et tu le reprendras ton titre. Et relève-toi, reviens Ouais. en fait. Ouais, je suis Et entièrement j'ai envie de d'accord. le revoir au summum. Bah, il nous reste quoi? 3 combats à évoquer. Il y Ouais. avait Brown Mitrione, il y avait Wade Baghdad et il y avait Felder Cruikshank. Donc tu veux commencer par lequel? Bah, Comme on l'avait prévu. Brown Mitrione, ce serait Brown juste Mitrione. intéressant. J'ai pas grand chose à dire dessus, moi, 2-3 trucs, mais. Il y a deux choses intéressantes à dire essentiellement pour moi. C'est Mitrione qui a dit quelque chose de très juste. J'ai écouté, il a intervenu dans le MMA Award d'Ariel Elwani, pardon. Ouais. Et j'ai aimé une chose, on en a parlé brièvement avec Vincent aussi, donc vous l'entendrez. Mais il a dit que le rôle d'un arbitre, à partir du moment où un combattant n'est plus en état de combattre, c'est de le stopper. Il a dit, écoutez, moi si je déclare le non-contest à cause de mon œil, parce que j'ai été poké ou qu'il a pris le coup de poing, si je déclare le contest, je ne suis pas payé. Parce que je renonce au combat, je jette l'éponge, donc l'UFC ne me paye pas. C'était mon dernier combat sur mon contrat, Ouais. donc il fallait faire bonne figure. Et en plus, c'est un compétiteur, donc il a envie de gagner. Donc il dit, moi je suis pas seul, je peux pas avoir sur le moment l'intelligence de dire stop, je suis plus en état de combattre. Et il faut que l'arbitre me dise de m'arrêter, parce qu'il est là pour protéger mon Il le sauve de lui-même. Exactement, le sauver de lui-même. C'est la seule chose que je voulais aborder dans ce débat-là, c'est vraiment voir si... et d'habitude, j'aime beaucoup Big John McCarthy, j'aime beaucoup Herb Dean, mais sur C'est certains qui autres d'ailleurs arbitres, l'arbitre de ce match? justement, même Mitrione disait, je savais même pas qui c'était, je pense que c'était une des premières fois qu'on le voyait, mais vraiment pour le coup, là il y a eu un manquement, c'est-à-dire que il était techniquement pas en mesure de combattre. Il fallait l'arrêter. Ça servait à rien. De toute façon, le combat était Pour ceux qui l'ont pas vu, il faudra aller voir. Il avait l'œil. Il avait un œil gonflé, mais vraiment comme ça, on n'en rajoute pas. Allez voir, tapez Matt Mitrione sur Matt Instagram. Mitrione, ouais, vous allez trouver le truc. C'était impressionnant. Parce que de toute façon, techniquement et en termes de vitesse, tu l'as dit super bien tout à l'heure. Tu as eu le combat de Dominic Cruz juste après, donc tu avais la version en fait slow motion. Tu avais la version avant, tu avais la version accélérée après. Version modem, version ADSL. C'était exactement 4 heures de connexion avant et 2 secondes après pour y aller. C'était ça. Donc, mais ce qui vas-y, continue. Non, voilà, je veux qu'on réserve un peu plus de temps pour les autres choses. Donc voilà, c'était juste réfléchir un jour sur ça doit être un vrai modérateur, l'arbitre. Et 2 fois, il est pris les doigts dans l'œil. Et 2 fois, l'arbitre lui dit que vos yeux, ça va. Lui dit la première fois, laissez-moi 1 minute. La deuxième fois, il dit, je vois double, mais laissez-moi 5 minutes. À un moment donné, quand tu fais rentrer le médecin est rentré pour regarder son œil. Et puis, excuse-moi de te couper, mais sur le deuxième doigt dans l'œil, ils interrompent pas, enfin l'arbitre n'interrompt pas le combat immédiatement. Oui. Il y a eu presque, je sais pas, 30 secondes qui se sont écoulées, il y a eu des échanges, il y a eu des coups qui sont partis, et ensuite, après que Mitrione soit mis en position un peu comme ça défensive, l'arbitre interrompt le match, le combat, le juge arbitre rentre sur le ring, enfin sur le pylône. Et surtout, tu te rends compte que Mitrione, il perd, parce qu'il ne voit pas de son œil à un moment donné, que Travis Brown l'emmène au sol. Et à partir de là, le combat a été arrêté très vite. Full mount, ça a été arrêté très vite. Donc voilà, c'est dommage, petit raté. Et l'arbitre, il faut qu'il soit ferme, vraiment. Et tu as le médecin en plus qui intervient. Donc c'est pas comme si là, en plus, l'arbitre avait pu se défausser en disant les gars, vous me laissez seul au monde. Moi, j'ai la pression de l'UFC derrière qui veut laisser les combats ou je sais pas quoi. T'as le médecin qui est intervenu. À un moment donné, je sais pas, vous êtes 2, prenez une décision. Il fallait le protéger, là, je suis d'accord. Voilà. Bon, très. Donc voilà pour Brown Mitrione. Et il reste donc Wade Baghdad, on va en parler quand même un petit peu, du combat de Mehdi. Et ensuite, on fera Felder Cruikshank. Wade Baghdad, alors j'aimerais bien que tu contextualises un peu, parce que c'est un combat particulier. On n'a pas souvent des Français à l'UFC et malheureusement il n'a pas été trop peu. Bien trop peu, et malheureusement Baghdad a été mis dans des conditions très difficiles pour son premier combat à l'UFC, donc je veux que tu en parles un petit peu, que tu expliques. Mehdi Baghdad, il a, je crois, si je dis pas de bêtises, un peu plus de 30 ans. Je crois qu'il a 30 ans. C'est ça, exactement. 31. C'est un ancien champion de kickboxing, donc il a un vrai palmarès derrière lui. Il a une réelle expérience, il a un vrai bagage. C'est pas un petit jeune qui est en train de percer.
Il s'entraîne depuis des années à Los Angeles, c'est un partenaire, il est dans la salle d'entraînement d'Anderson Silva, donc il s'entraîne avec une légende. Donc il a un titre qui ne ment pas, il a un partenaire qui ne lui permettrait pas de s'entraîner avec lui s'il était à faible niveau. Il a fait The Ultimate Fighter dans la team de Conor McGregor. Il va, je ne veux pas vous spoiler, mais disons qu'il va faire un beau parcours et il va être arrêté par un des finalistes. Donc jusque-là, il y a non seulement rien de honteux, mais en plus il a été très bon. L'UFC lui avait dit t'inquiète, on te fera un contrat. Et en fait, ils l'ont ajouté là très récemment sur la carte de l'UFC Fight Night Boston. Je crois même une semaine avant. Je ne veux pas te donner exactement les dates parce que j'ai un petit peu oublié, je ne veux pas dire de bêtises. Mais disons que je crois qu'il a entre 10 jours et 8 jours, entre le moment où il sait qu'il va combattre, où il signe qu'il a ses 3 combats d'avance sur l'UFC, sur son contrat, et il a 9 ou 10 kilos à perdre en 8 jours. Donc il a pas, c'est un professionnel. Il n'a pas cherché d'excuses sur les réseaux sociaux. Moi j'étais regardé, il est resté très digne. Il n'a pas un camp d'entraînement complet. Un camp d'entraînement, ça dépend pour les périodes de temps, mais c'est à peu près au minimum 6 semaines. Exactement. Là, tu as une semaine, et sur une semaine, tu fais du weight cutting, c'est-à-dire que tu dois arriver au poids le jour de la pesée. Donc maintenant, ils ont des techniques pour être moins fatigués qu'avant, mais tu as la déshydratation. C'est très très éprouvant. Tu as la déshydratation. Au moment de la pesée, ils ont dû lui mettre la serviette devant, il a dû carrément enlever le slip, parce qu'en fait, au début, il n'était pas au poids avec le caleçon. Et en enlevant le caleçon, il est passé au poids. Donc il est passé très ric-rac. Ouais. Donc il a fait déjà un travail incroyable. C'est de se mettre en condition, entre guillemets, réglementaire, d'être au poids le jour de la pesée pour rentrer dans le combat. Ce qui est déjà pour moi génial. Ça montre son professionnalisme. Oui, sa volonté. On parlait de Pettis tout à l'heure qui n'avait pas Et beaucoup sa de volonté, c'est-à-dire qu'il s'est fait mal. Il a été perdu 8 kilos ou 9 kilos, je sais plus, peut-être même un petit peu plus, en quelques jours, très rapidement. Donc il faut se faire vraiment mal très rapidement. Tu peux pas t'entraîner techniquement. T'as pas en plus le temps de faire de la vidéo avec tes entraîneurs pour analyser la stratégie et comment contrer ton adversaire. Et t'es arrivé face à un jeune, Chris Wade, qui a été bon sur son c'est un bon petit combattant, il a rien d'extraordinaire. Il l'a amené au sol direct sur son point fort. Il a fait une première tentative de soumission, elle n'est pas passée. La deuxième est passée. Franchement, je vais te dire, pour conclure, pour moi, et après toi tu me donneras tout ton sentiment, c'est la faute à pas de chance pour Mehdi. Maintenant, il lui reste 2 combats sur son contrat, et je suis persuadé que, vu ce qu'il a démontré dans The Ultimate Fighter, on le reverra. C'est pas le cas d'Anthony Pettis. C'est quelqu'un qui sait se faire mal. Ouais. Donc, je suis assez d'accord. Sur le combat lui-même, il s'est fait amener au sol très vite, comme tu l'as dit. Je trouve qu'il a montré au début des choses intéressantes défensivement. Hein. Même Joe Rogan, d'ailleurs, le soulignait. Il prenait très peu de coups. Il avait une bonne maîtrise des poignets de Chris Wade. Il a vraiment... il y avait pas grand-chose. L'autre n'était pas super actif. Puis à un moment, il y a eu une phase, une phase intermédiaire où il a essayé de se relever. Et directement, en fait, Chris Wade a réussi à le remettre au sol et il lui a pris le côté. Il a commencé petit à petit à lui grimper sur le dos. Et c'est à ce moment-là, c'était le début de la fin. Et c'est à ce moment-là qu'il a réussi à glisser le bras sous le menton et à lui faire la rear naked choke. Mais moi, la question que j'avais un peu avant le combat, parce que vu que c'est un striker et qu'on le sait, c'est un champion de kickboxing et tout, je me demandais un peu c'était quoi son niveau de grappling, son niveau au sol. Et franchement, moi j'étais plutôt impressionné sur les premières minutes. Après, malheureusement, comme je l'ai dit, sur cette phase de transition, il a un peu glissé, l'autre lui est tombé dessus directement, a réussi à l'attraper, et après il a grimpé, il a fait l'étranglement. Mais c'était vraiment la question que j'avais, et son niveau de grappling est pas mal du tout. Hein. Pour avoir vu la saison de Ultimate Fighter, je vais être sincère avec toi, j'avais pas plus de réponses que toi sur le niveau de Mehdi en grappling, parce que quand il rentre pour se qualifier, le combat de qualification pour entrer dans la maison de Ultimate Fighter, c'est un combat qui va gagner où ça conne sec, mais ça conne debout. Le deuxième combat, je ne sais pas s'il est éliminé au deuxième ou au troisième, mais il est tombé à chaque fois sur des strikers. Donc à chaque fois, dans Ultimate Fighter, en tout cas, on l'a vu techniquement en valeur sur ses combats. Et il est tombé, il a perdu face à Artem Lobov, son surnom c'est The Russian Hammer, c'est le sparring partner de Conor McGregor. Et il a une caractéristique, Artem Lobov, c'est qu'il boxe, c'est un boxeur, mais il boxe bras ballants, il te met des points comme ça. Et il te le met, mais t'as envie de lui dire lève les bras, je t'en supplie,
t'en prends 15 dans la tête, ils se sont livrés une guerre de fou, et pas une seule fois il a été amené au sol. Donc moi, sincèrement, Mehdi Bagdad, je connaissais pas encore son niveau au sol, je l'ai on le connaît pas. toi, On voilà. sait qu'il est fort debout, mais je pense qu'il travaille énormément dessus. Hein. Il a plus grand chose à apprendre debout. Je pense qu'il travaille énormément son jiu-jitsu, sa lutte, ses transitions. Moi, il a combien Il a encore 2 combats sur son Combat sur contrat à contrat. l'UFC. Après, j'espère qu'il sera vraiment. Ouais, pour que le coup, l'UFC, j'aimerais l'UFC vraiment lui doit un service, hein, lui doit voilà, un c'est-à-dire combat que honnête. tu l'as appelé en dernière minute comme ça, Il a de répondu présent. la moindre des choses, c'est non seulement tu lui donnes les combats, mais tu lui dis à minima, Ouais. je te rajoute un combat sur ton contrat sur plus simple, parce que franchement, venir dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, Ouais. je trouve ça top. Ça te démontre une mentalité, c'est-à-dire que il a répondu présent. Il vient et dit ok, je me cacherai pas. Ouais. Je prendrai pas l'excuse de. Combien de fois on a entendu Chad Mendes après la défaite contre Conor McGregor dire et si j'avais eu un camp complet. Et si j'avais eu un camp complet. Là, Mehdi Bagdad, moi je l'ai pas entendu se plaindre. Il est heureux, il a dit je suis persuadé que je ferai une meilleure performance la prochaine fois et je vous démontrerai à l'UFC que je vous en ferai. Bah, c'est une bonne mentalité. Ouais. Donc, Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Hâte de revoir Mehdi, le sultan. Bagdad. Le sultan, c'est un bon surnom en plus. Donc il nous reste un seul combat, il nous reste un peu de temps, ça va, on peut le faire. Ouais, on va le faire. On va le faire Alors c'était le combat entre Felder et Cruikshank. Ça fait partie de ces combats là, un peu. Parce que c'est un beau combat. On va Ça dire fait partie que de la nouvelle. Juste, je termine, ça fait partie de la nouvelle politique de l'UFC de mettre des combats très intéressants, avec des combattants assez bien classés, des prospects, des gens vraiment que le public a envie de voir, sur la prelim card, c'est-à-dire sur le Fight Pass. Donc l'UFC il veut vraiment rebooster de nouveau le Fight Pass qui avait le dynamisé mais complètement. Qui avait perdu un peu en vitesse, et donc là ça vaut vraiment le coup désormais d'avoir son FightSs, parce qu'on a des combats, il y avait quoi comme combat la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines Mais même, tu sais, t'avais les sur le Fight événements, Pass, t'avais Paige Van Zandt, voilà, Paige Van Zandt qui était en Fight Pass, là t'as Bisping Silva qui va arriver dans un Fight Night. Ouais, Fight Night, mais alors c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais pour te dire que voilà, ils sont dans une vraie politique en tout cas de complètement casser le main event. Ouais, ils diversifient. Ouais, exactement. Donc ça c'est super déjà qu'ils aient mis ce combat sur Fight Pass pour ceux qui l'ont. Et donc ouais, là on est dans la catégorie des poids légers, 155. Donc pour le présenter un petit peu, c'était deux strikers, deux excellents strikers qui s'affrontaient. Felder, c'est un combattant qui était en train de monter, qui était vraiment en train d'arriver. Puis il a eu 2 combats très très difficiles, 2 guerres. Une contre Barbosa et une contre Pearson. Il les a perdus un peu. Barbosa est très très bon. Ouais, un excellent combattant, on est d'accord. Il les a perdus un peu de manière ric-rac. Mais pour autant, il n'a pas baissé la tête, il n'a pas du tout cherché l'excuse, il a continué à bosser. Il s'entraîne d'ailleurs avec Cowboy Cerrone. Hein. Cowboy Cerrone l'avait repéré dans un séminaire et il lui avait dit. Dans de Jackson. Ouais, exactement. Il lui avait dit viens bosser avec moi, on est dans la même catégorie, t'as des trucs, enfin, t'es un super combattant, t'as des trucs à apporter. On s'entraîne ensemble. Donc, son partenaire d'entraînement, c'est Cerrone, c'est pas rien. C'est un combattant qui est très agressif, énormément de personnalité. Il vient d'un quartier difficile de Philadelphie. C'est un vrai guerrier. Alors, on parlait de Pettis tout à l'heure. Lui, Felder, c'est le guerrier par excellence. Dès qu'il prend un coup, il a envie de le remettre 3 fois plus fort. C'est un bagarreur, c'est un brawler, comme disent les Américains. Et ça va se voir un petit peu au début du combat. Mais moi, ce que j'ai adoré dans cette performance de Felder, c'est que justement, il est sorti de cet aspect-là complètement bagarreur, juste dans le corps à corps, essayer absolument de montrer qu'il était plus fort que l'autre, et qu'il a diversifié sa palette, qu'il est devenu bien plus technique. Il a progressé énormément en grappling. Il est dans l'école Gracie. Je crois qu'il travaille avec Daniel Gracie, lui. Il l'a dit d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie. Première soumission, ouais. J'ai adoré vraiment sa performance. Il a utilisé tous les aspects du jeu. Au début, il était un peu retombé dans ses travers, puis ses coachs lui ont parlé, ils lui ont dit t'es en train de faire exactement ce que ton adversaire attend que tu fasses. Enfin, t'es prévisible. C'est pas du tout ce qu'on a bossé. On avait bossé une évolution de ton jeu. T'es plus censé être que là-dedans, que dans la bagarre, que dans le courage. T'avais progressé techniquement, démontre-le. Et il l'a fait. Il a petit à petit, il a construit son combat et il est arrivé jusqu'au 3e round où il a réussi avec une rear naked choke lui aussi, rear naked choke, c'est dur à dire, à étrangler Cruikshank. Donc moi je suis vraiment content pour Felder, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a un avenir dans la catégorie. On va voir ce que ça donne, hein, 155, c'est l'horizon. Il peut tout se passer, hein. On va parler tout à l'heure de Conor RDA, mais c'est la catégorie la plus excitante là, de l'année. Et donc ouais, voilà, moi je voulais... C'est la catégorie des Walter ouais. Aussi, on va dire. Mais c'est le combat dont je voulais parler. Ouais. Vraiment une mention bien pour Felder et sa maturation. Et je suis encore plus d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi c'est le combat de la soirée. Techniquement, c'est Cruz Dillashaw le combat de la soirée. Pour ce que Cruz a montré,
En termes de mouvement, de déplacement, c'était magnifique. En termes de variété de combat, on a vu du combat debout, on a vu du combat au sol, on a vu des coups de pied, on a vu des coups de poing, des coups de coude, on termine sur une soumission. Donc, on a beaucoup parlé de Felder, je suis d'accord avec toi et je vais y revenir parce qu'en plus c'est la belle histoire de la soirée. Mais Cruikshank était très bon parce qu'il a mis à plusieurs reprises Felder en difficulté. Avec les sidekicks, là, il a mis 2 sidekicks au menton. Felder, à un moment donné, moi j'ai cru qu'il partait au KO. Cruikshank aussi, ouais, je l'ai pas mentionné, mais. Cruikshank a fait un bon combat. Il faut deux, là, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, non mais je me permets moi d'insister sur Cruikshank. T'as raison. T'as très justement dit que Felder avait fait un combat génial, mais il a fait le combat génial parce que Cruikshank a fait un combat aussi énorme en face. Ouais. Et c'est la très belle histoire de la soirée, entre guillemets, parce qu'il venait juste d'apprendre avant le combat que son père a un cancer. Et à la mentalité à l'américaine, son père lui a dit j'ai besoin que tu gagnes pour moi, que tu reviennes avec une victoire. En plus, il revient avec une soumission, c'est sa première. Donc c'était sympa à voir, surtout qu'il a été mis en difficulté dans le combat. Donc Cruikshank, moi je le découvrais, je l'ai trouvé très intéressant comme mec aussi. Il a été résistant. Ouais. Parce que Felder, je crois aussi, si je dis pas de bêtises, comme pour Mehdi Baghdad, c'est pas la première tentative de soumission qui passe, je crois que c'est la deuxième. Si je dis plus de bêtises. Ouais, c'est exact. Et il avait tenté un triangle inversé. D'accord. Voilà. Au niveau de la jambe. Ouais. Et les deux, ils sont vraiment mis en difficulté. C'était une petite partie d'échecs, debout, au sol, et on a eu un bel éventail de technicité du MMA. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi c'est tout. Juste, comme tu l'as dit, Cruikshank faut aussi saluer sa performance. Mais vraiment, moi j'étais impressionné par Felder. Je suis assez content de sa victoire. C'est quelqu'un que j'aime bien. Donc, non, très content de ce combat. Le combat de la soirée, bien sûr, ça reste Dillashaw Cruz. Et puis le deuxième combat de la soirée, c'était donc Felder Cruikshank. On est un peu revenu sur cette carte de l'UFC Fight Night Boston. On essaiera de présenter un petit peu dans un prochain podcast l'UFC Fight Night Johnson Bader, on en parlera un petit peu, et puis surtout on parlera plus largement de l'UFC 196 Velasquez Verdum. Ça on y reviendra plus tard. Et là on va passer au deuxième sujet. Je te laisse en parler, je te laisse faire le lancement. Et je ne peux pas, en tant que fan, supporter, amoureux de Conor McGregor, dire combien j'ai aimé cette conférence de presse et combien je l'ai détesté. C'est-à-dire que t'as Conor McGregor, qui est le plus grand des combattants aujourd'hui actuellement à l'UFC, parce qu'il se réinvente sans cesse. Il se réinvente dans ses combats, dans les améliorations qu'il apporte au combat. Il se réinvente dans les conférences de presse. Il change tout. Il n'aborde jamais le même événement de la même manière. Tu ne t'ennuies pas avec lui. Tu ne sais pas à quoi t'attendre et te surprends. En ça, c'est le Mohamed Ali du MMA. C'est-à-dire qu'il a le verbe, il a la technique, il a la puissance, il ne reste jamais dans le segment, dans le confort dans lequel il pourrait s'installer. Il se réinvente en permanence. Hier, c'est un modèle du genre sur une des manières de rentrer dans la tête de l'adversaire. Il a détruit systématiquement RDA parce que dès qu'une question par un journaliste était posée à Rafael dos Anjos, Conor McGregor prenait la question. Le micro lui appartient, la scène lui appartient. C'est la première fois que je vois, excuse-moi, je vais juste terminer, que je vois un combattant, moi là je suis incapable de te les donner, il a donné les chiffres que fait Rafael dos Anjos en termes d'argent quand il y a un événement à la télé, il a donné la taille, le poids et l'allonge de Rafael dos Anjos qui lui disait je vais te battre parce que t'es plus petit que moi, il lui a dit mais non c'est faux, je suis pas rentré. Enfin il intervenait, il lui coupait la parole tout le temps, il lui volait les questions, il lui a volé la vedette. Pour moi, je vais essayer de le dire de manière soft parce que je l'aime, il ressort vainqueur dans tous les domaines. Il a pris l'avantage sur RDA, c'est sûr. On le voyait se décomposer physiquement petit à petit. Il n'y a personne aujourd'hui qui sait plus paralyser, endormir, rendre énervé, ou trouve tous les qualificatifs que tu veux pour tuer psychologiquement un adversaire que Conor McGregor. Il y a juste deux choses qui m'ont moi gêné alors que je l'aime. Le premier argument, c'est sur j'adore les États-Unis. Il y a un truc qui est bien là-bas, c'est que quand tu arrives dans un pays, on te laisse ta chance. Là, il a été attaqué Rafael dos Anjos sur le fait que c'était un Brésilien qui avait quitté le Brésil et que en ça c'était un traître.
il s'est en même temps un peu après justifié en me disant, parce qu'à la différence, moi, je n'ai jamais quitté l'Irlande, je ne quitte pas ma salle, je suis en voyage. Il l'a attaqué sur des endroits qui étaient un peu durs. Ouais. Et sur la parade dans les rues de Rio, je dirais pas exactement ce qu'il a dit parce que voilà, c'est pas la peine. Mais là, juste, il l'avait déjà massacré. Le fait de prendre tellement la présence, il avait rien à faire. C'était pas la conférence de presse de Holly Holm. Il y avait Rafael Dos Anjos et il y avait Misha Tate. On voyait même pas à l'écran Dana White qui n'était jamais filmé par les médias, et je regrette parce que j'aurais adoré voir les réactions sur le visage de Dana White. C'était la conférence de presse de Conor McGregor. Il a tout gagné. C'est le roi. Il a sorti des perles. Enfin, je vais te laisser aborder, mais moi, j'ai pris des fous rires, j'ai sauté, je me suis étouffé. Il y a des moments où je me suis dit, ah non, tu vas trop loin, arrête. C'est dommage. On est mal à l'aise. Comme je l'aime, je me dis, ah non, arrête, c'est dommage et tout, pourquoi tu fais ça? Mais c'est du Conor, quoi. Bah, le premier truc, c'est pour ça que je voulais t'interrompre tout à l'heure, mais t'as bien fait de continuer, c'était pour dire. Parce que j'ai le même mental, faut dire, que Conor McGregor. Voilà, je sais voler la vedette, j'estime être le champion, et seuls les champions parlent. Toi, t'es Rafael Dos Anjos, et je suis Conor McGregor. Mais c'est moi qui ai la ceinture, attention. Et oui, mais moi j'ai la ceinture en bas, et de toute façon, je considère qu'elle m'appartient et que tu n'es que le porte-ceinture. Rien de plus. Pour moi, là où il a déjà gagné, c'est dès le début de la conférence, en arrivant en retard. C'est déjà incroyable, ça. Explique le retard qu'il a, en fait. C'est-à-dire que non seulement il est en retard, mais la conférence de presse a en plus déjà commencé sans lui. Bien sûr, il est en retard, la conférence de presse a commencé. Les journalistes se mettent à l'applaudir, et je crois qu'il y avait aussi peut-être un peu de public, je sais pas, il y avait un peu de bruit dans le fond de la salle, je pense. Et il arrive en retard, il prend le micro directement, sans rien demander à personne, et puis il se met à parler. Pour justifier son retard. Bien dire comment il arrive habillé, parce que c'est pour. Ah oui, il faut décrire aussi physiquement, mais il faut aller voir les images. Lunettes de soleil sur le visage, mais pas en mode genre casque de musique, je vous calcule pas, c'est en mode star. Pantalon blanc de Miami Vice, Scarface, ce que tu veux dans cette ambiance de Miami, une chemise à fleurs hawaïenne, je sais pas où il l'a sorti, comme il a dit, en mode El Chapo, voilà, exactement, de vrai narcotrafiquant. Il était entre Pablo Escobar, Miami, une petite vibe cubaine. Il est complètement fou. Et c'est en ça que c'est un génie. C'est un génie. Et il arrive donc en retard. Il accapare la conférence de presse de A à Z. Il interrompt sans cesse Dos Anjos. Il explique que c'est lui l'UFC. Dana White est debout à 10 cm. Il dit l'UFC c'est moi, je suis le roi, je fais ce que je veux. Il s'est comparé à un dieu à un moment. Il allait dans le blasphème. Il a vraiment tout fait dans cette conférence de presse. Après, il y a 2-3 fois où il allait trop loin. Il a fait un peu, pour moi, là, il m'a un peu déçu, c'est qu'il a fait du Chael Sonnen. Chael Sonnen, c'était pour moi le meilleur trash talker de tous les temps. Et il avait déjà attaqué Wanderlei Silva en lui disant, tu n'es pas un Brésilien, tu fais semblant de ne pas parler anglais, mais tu vis aux États-Unis, tu ne vis pas au Brésil, tu n'as même pas de maison au Brésil, etc. Donc là, pour moi, c'est décaféiné. Il a juste repris. Je suis pas d'accord. Il a juste repris du Chael Sonnen. Il a repris ce que Chael Sonnen avait fait avec Wanderlei Silva et il l'a mis à la sauce Dos Anjos. Il a dit tes enfants, et d'ailleurs, pareil, un truc que j'ai pas aimé, on parle pas de la famille des gens. Ça, alors, jamais. Ça, je suis d'accord avec toi. Et certainement pas des enfants. Il a attaqué les enfants de Dos Anjos. C'était nul, c'était dommage qu'il l'ait fait. Vraiment dommage. C'est un champion. Pourtant, je l'adore, moi aussi. Je continue de l'aimer toujours autant, mais ça ne lui aurait pas permis de gagner plus mentalement que d'attaquer les enfants ou de ne pas les attaquer. Là où ce que je veux te dire un truc, c'est que je suis pas d'accord avec toi sur l'argument de Chael Sonnen. TJ Dillashaw, il a vu Cruz qui était meilleur que lui, il va s'inspirer de lui. Conor McGregor, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, il a sûrement dû voir Chael Sonnen, mais ce mec-là, quand il parle, ça se voit, il n'a pas répété devant sa glace, il se prépare pas le discours. C'est fluide. Il a des données, ça c'est certain, puisqu'il est capable de t'énoncer des chiffres à la virgule près. Moi, je suis incapable, on a préparé un peu l'émission. J'ai pas été chercher les chiffres en termes de gate de ce que fait RDR, et je suis incapable de te dire ça reach son allonge. Donc, il a la méticulosité de quelqu'un qui est extrêmement intelligent. Il a compris comment marche la presse, il a compris comment marche la machine UFC, il a compris comment marche Dana White, il a compris il a craqué le code, on est d'accord. Ce mec-là, il a la mentalité d'un technocrate dans comment affiner et être le meilleur partout, sur avoir toutes les données pour ne jamais être pris en défaut, parce que tu peux pas dire que ce qu'il dénonce en termes de chiffres, de faits, c'est faux. Il a les bons faits. Il a le verbe d'un Mohamed Ali. Il a la puissance et puis tout ça finalement vont caractériser Conor McGregor directement. Pour moi, je vois pas Chael Sonnen
Quand je vois, juste, excuse-moi, La je te différence laisse avec parler, Chael Sonnen, c'est vas-y. quand je vois Luke Rockhold, justement, à la conférence de presse générale, au début, où il y avait Conor McGregor, qui a dit ce sera la Red Painting Pour le Night. 194. Exactement. Ah non, tu parles de Non, celle du non. mois de juin. Ou Ouais. juillet, enfin de l'été dernier. Et puis même la dernière en date du 194, tu vois que Rockhold veut aller dans un personnage qu'il n'est pas et trash talker. Et là, je suis d'accord avec toi, tu vois que finalement, il veut aller vers d'autres et que tout le monde veut faire en ce moment du Conor McGregor parce Ouais. que c'est la mode de faire du Conor McGregor. Pour moi, Conor fait du Conor. Il fait Il du va, Conor. il Mais va trop pour loin moi, là où en parlant des enfants et Ouais. du Brésil, mais il n'a pas fait du Chael Sonnen. Je suis pas d'accord. il a fait du Chael Sonnen, mais là où il est pour moi dans une autre catégorie que Chael, c'est que sportivement, il est au-dessus de Chael Sonnen. Il a annoncé des choses, ensuite il les a faites. Il a dit je battrai Aldo au premier round, il a battu Aldo au premier round, je battrai Chad Mendes, il a fait tout ce qu'il a annoncé, il l'a fait. Donc en ça, effectivement, c'est bien plus fort que Chael Sonnen parce que quand tu trash talk, quand tu annonces quelque chose et qu'après tu es capable de le produire, c'est extraordinaire, il n'y a rien de mieux. Et Dire concrètement, je vais te battre comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? là, il a pour, C'est ça qui fait Conor McGregor. pour bien préciser, il a d'ailleurs dit qu'il allait le mettre, pour faire une traduction littérale de l'anglais, le mettre en poussière en 1 minute. I will dust him. Ouais. Donc, Ouais, en il a gros, dit, il va ouais. je vais le mettre au KO dès la première On minute. peut, on peut parler un petit peu aussi du match technique tout à l'heure. On va en parce que, parler, non mais c'est l'aspect certain parce que technique là de ce on a match, encore le temps. Il m'intéresse vraiment énormément. Je ne vois pas aujourd'hui justement. Il est tellement confiant. Ouais. Et il se voit. Je veux revenir sur l'élément psychologique qui est pour moi une donnée primordiale quand tu es professionnel sportif dans n'importe quel combat. Conor McGregor s'est vu champion depuis 10 ans. Et il a abordé tous ses combats en se disant qu'il était déjà champion du monde de l'UFC et que tous les adversaires qu'il rencontrait, c'était juste en fait une porte à ouvrir, un obstacle qu'il fallait contourner. Le trash talking faisait partie de l'élément pour, entre guillemets, juste briser, rien de plus, c'est dépersonnalisé. Une fois que l'événement est terminé, Il passe à autre chose. il passe à autre chose. Il a rendu hommage à Aldo dans la conférence de presse pour en faire le vrai symbole du Brésil, le vrai combattant brésilien, alors qu'il y avait eu Au contraire de RDA, ouais, l'américain, entre guillemets. un énorme trash talk aussi. Pour moi, je suis pas certain que quand il est rendu hommage à Aldo, c'était pour faire, oui, passer pour un traître RDA, mais je suis pas sûr qu'il ne le pense pas réellement. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Conor McGregor, hors caméra, et on le voit à la fin de chacun de ses combats, c'est une crème. Chad Mendes, il a été félicité. Il n'a pas arrêté de lui parler pendant le combat. Il lui disait tu tapes comme une fille, je sens rien, c'est tout ce que tu as à me proposer. Quand il était en grand and pound, il était en dessous. Chad Mendes était sur lui en train de lui mettre des coups de coude. Il l'avait ouvert à l'arcade. Il disait c'est tout ce que tu as, je sens rien. À la fin, il va le voir, il lui dit bravo, énorme. Ouais, il a cette capacité à passer à autre Aldo, chose et à faire la différence. Il le dit à chaque fois, mais même dans ses conférences de presse, il dit je vous insulte. Là, il est parti, on est d'accord, beaucoup trop loin. Il n'avait Ouais. pas besoin de le faire, c'était inutile et c'est dommage. Ça ne remet pas en cause le champion qu'il est, mais en tout cas, il le dit à chaque fois. C'est pas personnel. Il fait en sorte que que ce qu'il va dire, son adversaire le prenne personnellement parce qu'il a besoin que ça l'affecte. Bien Mais sûr. lui, quand il le dit, je sais qu'en fait, il ne le pense pas. Il sait juste comment piquer son adversaire où il faut. C'est comme, par exemple, toi et moi, demain, quand on fera un match à FIFA, je vais appuyer sur un bouton nerveux chez toi, où je sais exactement où il faut te piquer, et je sais totalement que ce que je te dirai pour te charrier, ce sera faux, mais je sais que toi, ça va te Ça va rendre mettre dans fou, un état qui fait que. tu vas en perdre tes moyens, Voilà, je serai et moins, le jour du moins combat, performant. tu vas pas être bon. Et en ça, pour moi, il est énorme et il ne peut que ne pas perdre parce qu'il se voit encore comme un champion. Il sait, là dans sa tête, il se dit la ceinture de Rafael dos Anjos, c'est ma ceinture. Elle est juste accrochée au mur et le mur, c'est Rafael dos Anjos et je vais aller décrocher cette ceinture en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Et j'arrive pas à avoir aujourd'hui contre. J'avais très peur avec toi, souviens-toi, on en a parlé Ouais. du combat contre Aldo. Aldo, j'ai dit ok, j'adore Conor McGregor, il est fort, il annonce Mais ce Aldo, qu'il dit. ouais, avant. Aldo reste Aldo, il a 10 ans. Personne et ne pouvait tout. imaginer ce qui s'est On produit. n'imaginait pas et j'ai été comme un fou, je t'ai appelé en 13 secondes en disant c'est génial, il a gagné, je suis ouf, Ouais. je voulais même pas voir le combat tellement j'étais stressé. Là, juste maintenant, non seulement je suis supporter, mais en plus je commence à devenir croyant, c'est-à-dire que il me fait lui-même... Mystic Mac. Non mais c'est pas Mystic Mac, genre je crois parce qu'il a dit, c'est que je sens une telle aura en lui, une telle confiance, il est paisible en conférence de presse. Il s'énerve de temps en temps en criant Viva la Brasilia ou I back it up, I back it up. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand tu as quelqu'un qui a tellement travaillé, ne serait-ce que dans les études, Ouais. quand tu as révisé ton contrôle à fond,
et que le lendemain tu vas à la matière pour passer ton Ouais, examen, t'es pas stressé. t'es serein parce que tu sais que la veille, t'as travaillé comme un fou. Et aujourd'hui, Conor McGregor, c'est ça, c'est une éthique de travail. Il est bon sur les chiffres quand il annonce à la presse, mais il est bon aussi à la salle. Et il est bon au combat. Donc, j'adore le côté Mystic Mac, de savoir à quelle minute, et ça ne fait que rajouter au personnage. Mais j'adhère totalement à ce qu'il fait parce que je pense, au vu de tout ce qu'on regarde comme vidéo, Embedded, Instagram et tous les médias, qu'il a une réelle éthique de travail, qui se tue au travail. Je pense aussi, ouais. Il aime tellement l'argent en fait, et il le dit. On peut pas être champion si on bosse pas un minimum, c'est évident. Il va être champion et il dit qu'il aime tellement l'argent qu'il va travailler en fait pour avoir de l'argent. Et je pense que justement en fait, il veut tellement avoir la grosse paye à la fin qu'il va donner tout ce qu'il a à donner dans la salle pour recevoir le chèque derrière. Et je me demande justement quel poids aurait une éventuelle défaite. Parce que il y a deux réponses à ça. Est-ce que, comme Ronda, le soufflet va complètement retomber et puis j'allais dire tomber dans l'anonymat, faut pas exagérer, hein, ça restera une superstar de la compagnie, ça restera un champion en 145 et justement, est-ce que de l'autre côté est tombée en bas? Parce que pour moi elle est pas tombée en bas, on continue de parler d'elle. Non, on parle évidemment d'elle. Regarde les débats qu'il y a. Elle est complètement démystifiée, enfin c'est plus... Ah oui, démystifiée, oui. C'est plus du tout la même chose, là ce serait pareil pour lui s'il perdait. Mais non, justement, donc j'allais en venir à l'autre partie. Est-ce que au contraire, s'il perd, vu qu'il est déjà champion en 145, est-ce que bon, s'il perd en 155, il a toujours sa ceinture de 145, il va aller la défendre sans doute à l'UFC 200. Il n'a pas grand-chose à perdre au final. Là, c'est gagnant-gagnant pour lui. S'il gagne, il aura 2 ceintures, ce sera le premier de l'histoire de la compagnie à l'avoir. 2 ceintures en même temps, à les avoir. Et s'il perd, c'était pas sa catégorie, il retournera en 145. Pas grave, il aura essayé en 155 et puis tant pis. Moi je vais te faire une réponse, mais là je vais même pas faire une réponse de supporter justement. Je vais te faire une réponse par rapport aux faits. C'est-à-dire que Conor McGregor, quand tu regardes ses interviews, il l'a dit justement avant combat et après combat de Ronda Rousey, une défaite d'un champion, c'est une défaite sur le papier, mais c'est une valeur ajoutée à ton expérience personnelle, à ton vécu. Ça ne t'enlève pas le fait que tu aies été champion. Tyson, on le considère encore tous aujourd'hui comme champion du monde des poids lourds. Et il a perdu face à Lennox Lewis. Et on l'a vu dans de sales draps des fois dans des combats. Ouais. Mais on a encore l'image qui a été plus marquante que tout du grand Tyson. C'était l'un des plus grands poids lourds de tous les temps. Oui, mais moi je pense que dans les Conor n'a pas encore fait assez. Bon, il n'est pas encore assez installé dans l'imaginaire collectif. Ce que je veux te dire, c'est que même sportivement, il n'est pas assez dans installé. Dans son éthique de travail, justement, il n'a pas préparé le terrain à une éventuelle défaite, mais il te dit lui-même que les défaites servent à rebondir. Donc je pense qu'il perdra le côté Mystic Mac, parce qu'effectivement il se sera trompé sur le pronostic qu'il avait annoncé, d'accord. Mais comme on l'a tout à l'heure dit, il ne fait que se réinventer dans son style de combattant. Il rajoute le mouvement, il rajoute autre chose, va savoir ce qu'il t'inventera dans les prochaines fois, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite, donc il voudra en plus revenir au top. Il a son personnage, son caractère face caméra, puisqu'on sait que c'est une crème derrière et qu'il s'entend très bien. Par exemple, il a massacré pendant toute l'émission de Ultimate Fighter Urijah Faber parce qu'il avait une fente au menton en lui disant t'as un trou de balle facial et tout. Enfin, il le charriait. Tu voyais Urijah Faber qui se prenait des charriages les plus méchants, qui rigolait vraiment comme deux copains parce que finalement ils se faisaient des cadeaux entre eux. Il lui disait t'es toujours en short. T'es mal habillé, Urijah. Regarde, moi je suis en costard protège et tout. Il disait oui, mais ici t'es en Californie, les deux faisaient que charrier. Un jour, Urijah lui ramène des flip-flops, enfin des tongs à l'effigie du drapeau. Il dit vas-y, t'as acheté ça à 5$ et tout. Regarde moi comment je suis bien habillé. Comme quand l'autre jour, voilà, le génie en conférence de presse, quand les gens lui disent vous arrivez une demi-heure en retard. Et Conor McGregor, tu ne vois que sa grosse montre en or parce que et tout. Il a le génie de te dire mais super calme, je ne porte pas de montre pour dire l'heure. Ce caractère-là, cette répartie-là, tu pouvais pas me dire qu'il savait à l'avance que le journaliste avait posé cette question-là. Il a le caractère, il sait répondre, il sait clasher les gens. Je pense que non seulement, je sais pas dans quelle mesure il va battre derrière, mais je pense qu'il aura les armes techniques. Parce qu'effectivement, il l'a dit de toute façon très juste, et techniquement, il a une allonge supérieure à Raphaël, il a une taille supérieure à Raphaël. Puissance, je sais pas, tout le monde parle du crochet dévastateur gauche de Conor. Comment est-ce que ça va jouer dans la catégorie supérieure, je sais pas. Mais il va gagner en puissance, il n'aura plus besoin de faire ce weight cut. Rafael Dos Anjos, il connaît la défaite. C'est pas José Aldo. José Aldo, pendant 10 ans, il était au top de sa catégorie.
Là, Rafael dos Anjos, c'est une brute, c'est un sauvage. On est d'accord, il fait très peur. Tu vois sa tête, il a une tête à travailler dans un cartel. Ouais. Il est flippant. Mais il a connu la défaite. C'est pas un invincible. Et je pense qu'il peut amener Conor, lui poser des difficultés au sol. Mais je pense que les gens sous-estiment Conor McGregor qui s'entraîne avec John Kavanagh, Ouais. qui est le seul et unique entraîneur de ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien En Irlande. en Irlande. Donc, on ne le voit pas souvent. Et son partenaire d'entraînement, c'est Gunnar Nelson. Gunnar Nelson a perdu face à Damian Maia, parce que Damian Maia, c'est le maître en la matière En du grappling UFC, et en en grappling et en jiu-jitsu, jiu-jitsu. Mais Gunnar Nelson, il est exceptionnel au sol. Donc, Conor s'entraîne avec lui. Conor fait face à quelqu'un qui est plus lourd que lui et peut-être plus puissant. Je crois effectivement, et c'est peut-être mon côté naïf, supporter ou quoi que ce soit, que comme pour Dominique Cruz, pas parce que j'aime, mais enfin si parce que je C'est l'aime, le mais destin parce pour toi qui. il va être, je ne vois pas comment, il va falloir un jour ou l'autre que de toute façon dans le MMA et à l'UFC, il y a un double champion Ouais. dans 2 catégories. Et je vois pas qui mieux que Conor aujourd'hui peut le faire. Mais d'un point de vue marketing, il n'y a pas mieux. Ouais. Non, mais même techniquement, même fort, il a le seul champion. On a parlé avec Vincent, et c'est ce qu'on disait, c'est que c'est super dur d'être dans une longévité dans ce sport parce qu'il est extrêmement violent. Tu rentres dans des guerres très dures. Et tu as José Aldo qui a fait le parcours le plus beau peut-être parce que pendant 10 ans il est invaincu. Et Conor arrive, il le met KO en 13 secondes. Donc avant on disait qu'on lui facilitait la route à Conor McGregor. Mais Dustin Poirier aujourd'hui il est en train de révolutionner la catégorie Des poids plumes. Des poids plumes où il y a Cerrone et justement Rafael dos Anjos. Il est que sur des victoires, il est très bon. Ouais. Et il a battu Chad Mendes. Et il a battu Non, il est pardon, pas poids plume, il est passé en 155. Ouais. C'est pareil, donc non, des Excuse-moi, poids légers. alors, Des en poids légers. 155, il a battu Des poids légers. Il a battu Max Holloway qui est très bon, Chad Mendes et José Aldo. Ouais. Là, il a 4 combattants sur le CV qui sont sérieux. Denis Silver, je veux bien que tu me l'enlèves. Mais c'est comme il dit à chaque fois, j'assume mes propos en allant dans le ring. I back it up. Jusqu'à présent, tu te mets tellement en porte-à-faux à annoncer des trucs et à parler avant de le faire que tu n'as pas d'autre choix si tu veux pas être ridicule. Il va lui arriver quoi concrètement s'il se fait mettre KO en 13 secondes? C'est un combattant qui, dans le combat, il est techniquement, tu sais, il est précautionneux. Regarde-le contre Aldo. Aldo, il a les jambes bien basses, le centre de gravité bien bas, il a le port droit, il se met bien à distance. Et quand Aldo le touche, normalement, la droite d'Aldo, je pense que si Conor il est plus engagé et plus. J'ai mon anglais, mais j'ai pas le mot en français. Sloppy. De ton Vandame. Plus maladroit. Maladroit. S'il est plus maladroit comme combattant, il va justement au corps à corps. Et sa droite qui le touche et qui l'ouvre instantanément. Ouais, la même blessure qu'il avait pour contre moi, Mendes. ouais, elle le met KO. Donc je crois vraiment que Je techniquement, sais il pas, a mais les moi, armes. c'est le combat m'intrigue vraiment d'un point de vue technique. Parce que je sais pas s'il a déjà rencontré, je crois que c'est la première fausse patte, le premier gaucher qu'il va affronter. Il est lui-même gaucher. Déjà à ce niveau-là, je sais pas comment il va appréhender le combat. Deux gauchers qui s'affrontent. On l'a dit, il est plus grand, Conor, mais il est quand même plus grand que les 145 Dos Anjos. C'est un des plus gros combattants qu'il ait jamais affronté, physiquement au niveau de la longe et au niveau de la taille. Donald Cerrone n'est pas plus grand. Conor l'a pas affronté, si. Non. Et là, je ne Non, je parle de Conor, moi, je parle des adversaires que Conor a affrontés. Et donc ça, d'affronter quelqu'un qui est puissant, qui est plus ou moins parce que Conor, il est plus grand que tous les autres en poids plume, mais en poids léger, là, il va rentrer dans une catégorie où il est dans la moyenne. Alors, il est un tout petit peu plus grand et avec une plus grande allonge que Dos Anjos, mais c'est quasiment identique. Donc, qu'est-ce que ça va faire contre quelqu'un qui a un corps et une corpulence identique à la sienne, qui a une puissance au moins identique à la sienne, équivalente, peut-être même plus puissant, je sais pas, on verra bien. Tout le monde dit que Conor a un très très bon menton. Conor, c'est ouais, il encaisse bien. Il saigne vite à l'arcade. Parfois un peu trop. Il en joue un peu trop, ça. Il expose, moi, je supporte pas en tant que supporter. Ouais, il expose trop son. Quand il parle et qu'il est bras ballants et qu'il lui dit viens, non, mets tes mains en haut, protège ta garde, je t'en supplie. Ouais, c'est pas sérieux. Ouais. Et aussi, bien sûr, qui a un niveau au sol vraiment d'élite. C'est un des meilleurs de Sanjos. Est-ce qu'il va réussir à implanter un style très agressif comme ça dans le combat contre Conor, comme il l'a fait contre Pettis
comme il l'a fait contre Cerrone, dès le début, d'arriver, d'essayer de rendre le combat sale, de rendre le combat moche, d'être agressif, de l'emmener contre la cage, d'essayer de le mettre au sol, je ne sais pas du tout comment Conor peut réagir. Mendes l'a un peu fait, mais Mendes, on l'avait dit déjà, il n'était pas super bien préparé, il est plus petit, il était incapable de terminer qui que ce soit au sol. C'est top On ce que tu verra viens de bien. dire parce que tu viens de me faire penser à un truc auquel au début j'avais pas du tout pensé, c'est que tu parles très justement de l'agressivité de RDA. Effectivement, il est capable d'y aller très dur, très Ouais. violemment. On l'a vu face à Pétis et on l'a vu face à Serum. Maintenant, prenons le postulat inverse, on en a parlé tout à l'heure. Pétis n'avait pas le sentiment d'urgence, n'avait pas le sentiment de révolte, et Donald Cerrone, qui est pourtant le mec le plus actif de l'UFC, il n'avait pas l'air d'avoir envie ce jour-là, quand il a combattu face à Cerrone. Peut-être, je sais pas, j'ai pas toutes les infos, qu'il y avait un problème de weight cut. Non, mais il y avait déjà un problème familial avec sa grand-mère, quelque chose comme ça. Ah ok, d'accord, j'étais pas au courant. Donc justement, ce jour-là, il n'avait pas l'air dans les meilleures dispositions. C'est exactement ce que j'allais dire, il n'avait pas l'air d'avoir le sentiment de l'urgence et il a cédé très vite. Et non, en tout cas, il met toujours le porte-drapeau pour revenir à sa grand-mère, où il met le truc du Texas Ouais. dessus. Je crois qu'elle était malade. Ah d'accord, Ouais. mais c'est quelque chose qu'il a toujours mis sur son... Non, mais elle était malade pour ce combat-là, je crois. Mais alors, ça explique pourquoi justement il n'était pas connu. Peut-être, ouais, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il Mais était pas... attention, parce que justement, Rafael dos Anjos qui va arriver avec toute l'agressivité du monde qui le caractérise d'habitude, et l'intensité, et la puissance dévastatrice, c'est Conor en face. Ouais. Et Conor, c'est non seulement quelqu'un qui a du répondant, c'est quelqu'un qui annonce tellement ce qu'il fait qu'il se met dos au mur et il n'a pas d'autre choix que de répondre présent. Mais t'ajoutons ça en plus le fait que c'est un Irlandais, fighting spirit, lui-même l'a dit dans l'ajout verbal avec Floyd Mayweather, le peuple en général irlandais a connu entre guillemets, les familles, des guerres, des oppressions, ce que tu veux. C'est un Ils peu ont un le- mental, il va pas lâcher comme ça. Ouais. C'est pas Non, un- il lâchera pas mentalement, je pense pas. Mais Non après, mais donc justement, Pettis il a lâché mentalement dans le combat. Cerrone a eu l'air, et peut-être à des raisons juste titre comme tu l'as évoqué, d'avoir lâché le combat. Moi je crois que le jour où... Mais regarde comment il était déchaîné en conférence de presse, sa tête elle bougeait comme un drogué, on a dit il est sous cocaïne tellement il est survolté. C'était survolté, Je ouais. suis persuadé qu'il ne se dope pas, peut-être qu'un jour je découvrirai, je suis naïf, mais je suis persuadé qu'aujourd'hui Conor ne se dope pas. Je suis persuadé que c'est un travailleur, je suis persuadé que c'est juste lui qui a 220 volts dans la tête et qui est complètement surexcité, sa tête elle bougeait dans tous les sens, il bougeait comme ça d'avant en arrière, il était nerveux, enfin c'est une pile électrique. Et le jour du combat, bah, c'est pas Pettis qui aime pas se faire mal. Et c'est pas. Il a été prendre les coups face à Chad Mendes. Il a Ouais. accepté d'aller au sol. Il a accepté de dire à la Mohamed Ali, à Chad Mendes, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Puisque tout le monde disait, c'est le pire adversaire de l'histoire. Regarde, il va affronter Chad Mendes. au niveau du match-up, Tout le monde dit dans le match-up, Chad Mendes c'est le pire adversaire de l'histoire pour Conor McGregor parce qu'il va l'emmener au sol. Et au sol, Conor McGregor, il ne sait pas répondre présent. Conor McGregor, il est là, il lui parle. Et il lui dit, peut-être que c'était une guerre psychologique, peut-être il a même travaillé avec les coudes. peut-être qu'il en pouvait plus, lui, qui commençait à être un peu KO, mais il Ouais. lui dit, c'est tout ce que t'as, c'est tout ce que t'as, tu frappes comme une fille, tu frappes comme une fille. Il a même fait des dégâts, Conor. Tout le monde dit, José Aldo, c'est José Aldo, Conor passera pas, il passe. Maintenant, soi-disant, le pire style d'opposition pour Conor, ce serait Frankie Edgar. Là, il va sur Rafael dos Anjos. C'est pas plus facile non plus. À chaque fois que j'ai l'impression qu'on est dans un nouveau combat, on invente à Conor McGregor, puisque lui-même, il est tellement dans la surpuissance de lui-même et de dire qu'il n'a pas de limite. Et j'ai presque envie d'y croire, au regard des faits et de sa confiance, que tout le monde cherche à dire voilà la pire personne qu'on va pouvoir lui proposer. Voilà la pire personne qui va enfin battre. Ou regardez, Conor McGregor n'est personne parce que telle personne a telle caractéristique. Ouais, je suis assez d'accord. Mais j'avoue que c'est un combat qui m'intrigue. Je n'ai pas de pronostic. Je souhaite que Conor gagne, mais je suis vraiment pas confiant. Et je vais te dire une chose. Ce que j'aime chez Conor, c'est que il a la victoire modeste. Regarde face à Aldo, il saute pas sur la cage. C'est face à Chad Mendes qu'il a. Si, il a sauté sur la cage, il a fait Il a comme sauté. ça. Oui, d'accord. Ouais, excuse-moi. Avec Victoire les modeste. billets. D'accord, j'avais oublié. Non, la Non, victoire modeste. Après, il a pas humilié son adversaire. Il a pas dit humilié il son était nul, adversaire, je l'ai il a éclaté pas en 13 été nul, secondes. mais non, mais il a eu le geste d'affection pour. En ça, elle est pour modeste. José Aldo. Après, Et dans la surtout, cage, il a sa il réaction a eu en habituelle. fait l'émotion du premier titre de champion face à Chad Mendes, parce que c'est face à Chad Ouais. Mendes qui s'écroule en pleurs. Ouais. Dans les bras de son coach et de sa famille, où pour lui, il vient vraiment de prendre la ceinture. Donc il était moins dans l'émotion peut-être dans le deuxième combat. Ce que je veux dire, c'est que je pense et j'espère qu'il gagnera. Je souhaite, et maintenant je pense qu'on le connaît, qu'il soit classe après avec. Je pense qu'on va encore rire, parce qu'ils vont aller au Brésil. Enfin, Ouais, conférence pendant de 4 presse. jours, ouais. Donc
là, je pense qu'on va encore voir Là, des ça va être folies. énorme. Ça va encore monter en pression. Tu vas avoir tout l'antécédent contre Aldo qui va revenir. Connor va essayer de se mettre le peuple Voilà. brésilien dans la poche, ça va être, non, ça va être quelque chose. Non mais il l'a dit, enfin je crois que limite moi je suis en train de l'imaginer, je sais pas, il est Avec un capable maillot. d'arriver avec Ouais. un maillot du Brésil, non mais couper moitié Brésil, moitié Irlande, de mixer les deux et dire voilà je représente ces deux grandes nations et on est ensemble les gars. Enfin, je sais pas, je sens qu'on va voir, on n'a pas fini de voir des folies en termes de conférences de presse. On en a encore Qui pour un vont mois et faire demi. Hein. monter. Et ce qui est génial c'est que cet événement là, justement c'est pas non seulement un événement qui est monté de toutes parts par la presse ou par Ouais. l'UFC, il y a un réel enjeu, il y a la possibilité historique que quelqu'un soit pour la première fois champion dans deux catégories différentes. Il y a deux oppositions de style, on se pose tous des questions de comment est-ce que Conor il va être dans la catégorie de poids supérieur, comment tu peux répondre face à Dos Anjos. Donc le combat il est génial à tous les niveaux. J'espère juste que son entraîneur, Coach Cavana, qui est un mec qui est très très calme de caractère, j'espère juste qu'il lui dira genre t'as un peu déconné sur les enfants de Les Dos RDA. Anjos, ouais. T'as un peu déconné sur la parade dans les rues de Rio. Trash talk-le parce que t'as besoin. Moi je considère que c'est un élément fondamental De son jeu. du sport de combat. Ah ouais. Non. Le sport en général, non. Sport collectif, t'en as pas besoin. J'estime que le sport de combat où tu vas porter le coup, Il t'as faut besoin que- de désincarner, de déshumaniser et Il de y en a qui réussissent très dépersonnaliser. bien à combattre sans. Hein. C'est ce que je te dis. C'est ce que Vincent Parisi a dit très justement. Il a dit Georges Saint-Pierre est capable de le faire sans. Notamment, et c'est ouais, classe. notamment lui. Il y a des gens, et on aime, moi j'aime Georges Saint-Pierre, et j'ai pas besoin d'aimer Georges Saint-Pierre parce qu'il va faire du trash talking, c'est pas ce qu'il va me faire. Là ça me plaît chez Conor McGregor. Maintenant, juste moi, personnellement, si je devais m'imaginer combattant, je me dis que j'essaierais de respecter mon adversaire dans le sens où il y a certaines lignes à ne pas dépasser, notamment les enfants. Ouais. Ça, La je suis d'accord famille, avec toi, il faut être ferme et tout. Maintenant, je pense que pour moi, entre guillemets, me motiver à partir au combat et à la guerre, me donner, me chauffer à y aller et enlever le côté de me dire oh, il va falloir que je le massacre. Il faut le déshumaniser au maximum. Mais regarde, souviens-toi, et moi, les états dans lesquels on était sur FIFA et PES, regarde ce qu'on s'est dit, le contenu du trash talking qu'on s'est mis. Enfin, on se connaît depuis qu'on Avant, a on se 5 connaît. Non, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, et alors on s'est dit les pires choses. Enfin, on a été encore plus loin que Conor McGregor dans la conférence de presse. Je dis pas que c'est bien, je dis pas qu'il faut le faire. Je te dis juste, regarde, quand tu as l'enjeu du combat, quand tu as l'enjeu de la victoire, quand tu as l'enjeu de la presse, des supporters, Tous les alors moyens que toi et sont moi, bons. on était juste deux dans un salon de 12 ans à 18 ans, juste deux, et on pétait les plombs. Donc imagine, quand tu as toute la pression médiatique, les fans, que toi tu dois te continuer, je sais pas. Il faut pas qu'il dépasse certaines limites, c'est certain. Ouais. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses dire aux gens clairement, t'as pas besoin de ça pour gagner, et être extrêmement ferme. Mais quand il dit la montre, je l'ai pas pour prendre l'heure, quand l'argument il dit au Brésil on va te louer une chambre d'hôtel parce que t'es pas chez toi là-bas, ça j'avoue ça m'a fait rire. Plus que le côté de t'es pas un immigrant aux États-Unis, C'est un peu moche, ouais. ça c'est nul. Parce que c'est la mentalité américaine, c'est un peuple qui est constitué sur l'immigration et qui s'est constitué grâce à la richesse de ça. Donc ça à la limite, même lui il le sait fondamentalement Bien qu'il a sûr, tort. ouais. Il est tellement intelligent en vrai dans son analyse qu'il le sait qu'il a tort. Et il le dit quand même. Donc il aurait pu ne pas le dire. Il aurait pu juste dire, vu que tu n'es plus citoyen brésilien maintenant, en gros tu es un exilé fiscal, ou je sais pas, une manière plus fine de le faire, on doit te louer une chambre d'hôtel dans ton propre pays. Et là ça devenait plus, comment te dire, mesquin et bas et avec plein de raccourcis. Ouais. Ça restait très très drôle. Ça restait digne, et dans le trash talking, ça faisait quand même super mal, je pense. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, on n'a pas fini d'en parler de toute façon de ce combat. Il aura lieu le 5 mars, non, le 7 mars. Et donc d'ici là, il va y avoir plusieurs conférences de presse. Il va y avoir tout ce qu'il faut pour bien rigoler. Alors on va juste dire un dernier mot pour parler du combat All Tate. Pour faire simple, il Ouais. n'y a strictement rien à dire sur la Sur la conférence de presse, il presse. n'y a rien à dire. Elle se respecte. C'était Conor a monopolisé la conversation. C'était placide de ce côté-là. Ouais. L'enjeu était sur Conor contre. Parce que non seulement tu écoutais ce que disait Conor McGregor, mais tu regardais les réactions de Rafael Dos Anjos. Donc les filles, elles se sont respectées entre elles. Par contre, ce sera un combat à voir absolument. Voilà, le combat en parce tant qu'il que est tel. magnifique. Là, pour le moment, on abordera, je pense qu'on fera même un thème dans une émission Peut-être qu'il spéciale. va mieux. Ouais. Dans le style. Mais juste pour dire que beaucoup de gens pensent que Tate va poser plus de problèmes à Holly Holm de par son style que Ronda ne lui en a posé. Je pense que ça c'est totalement juste et c'est pour ça qu'on Ça on ouais, pourra ça- revenir c'est pas- dessus sur ce sujet-là parce qu'en soi sur la conférence de presse
bah, les deux se sont respectés, les deux sont serrés la main, ils se sont fait des sourires un peu gênés, et les deux, en fait, finalement, on perd l'une de l'autre techniquement, parce que Holly Holm a compris que Misha Tate, elle a les armes que Ronda Rousey n'avait pas, c'est-à-dire la boxe, les coups de pied, et elle est aussi capable d'aller au sol, et c'était Misha Tate celle qui avait mis Ronda Rousey le plus en difficulté. Avant Holly Holm, ouais. Et de l'autre côté, Misha Tate, elle a peur. Elle a bien vu ce dont Holly était capable, donc ouais, c'est un combat très intéressant. Et elles sont restées très policières dans le discours, très propre. Enfin, c'était sympa justement de calmer un petit peu, bien sûr, de redescendre de temps en temps de la folie. Donc ça aussi, c'est un combat qui va être pas mal le 7 mars. Donc je crois que c'est bon, on a à peu près vu tous les sujets dont on voulait parler. On reviendra donc, comme on l'a dit, un peu plus longuement sur le Holm Tate. Surtout, on va essayer maintenant de monter plus rapidement les deux interviews avec Erwan Lecor. Donc voilà, on a deux interviews qui arrivent. Le coach de mouvement de Carlos Condit, fondateur de Movnat, de Vincent Parisi, qui était génial. Super que vous les ayez le plus rapidement possible. On tenait à vous faire cette petite émission parce que déjà nous ça nous faisait très envie de parler de ces sujets-là. On trouvait ça génial et motivant pour Conor. Et de faire le débriefing de l'UFC, vous montrer un peu comment est l'émission, puisqu'on vous dit tout le temps ça arrive. Ça arrive, ouais, mais là c'est arrivé. Ça y est, c'est arrivé. On attend vos retours. Les interviews arrivent, on les monte au plus vite et dans les meilleurs délais. Soyez indulgents parce que on n'est pas encore une chaîne derrière nous en niveau de stratégique. Donc on ne peut pas faire le montage et de l'interview et de la lancer dès le lendemain. Mais on avait envie de vous montrer un petit bout pour que vous puissiez passer le week-end en sachant un petit peu ce qui s'était passé dans le monde du MMA et de l'UFC. Exactement. Donc on vous dit merci de nous avoir suivis pour cette première de MMA Time. C'était Soued, moi Tony, et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Ciao.